formes de médias sur les sujets qui font la une de l'actualité guinéenne et étrangère. L'œil du journaliste, votre débat de pro en toute moralité et en tout professionnalisme. L'œil du journaliste, le rendez-vous du samedi de 14h à 16h sur votre radio Chérie FM Guinée et sur votre télévision Africa Today. Une tribune qui vous permet de connaître la position et le point de vue des hommes et des femmes de médias sur les sujets qui font la une de l'actualité guinéenne et étrangère. L'œil du journaliste, votre débat de pro en toute moralité et en tout. De 58 à nos jours, combien d'années pour tout le sang versé, je demande unité, fraternité dans les cœurs, pureté pour l'histoire, je m'en vais prôner la paix. Unité, unité, une seule idée. La Guinée, c'est ma fierté. Genoux à terre, les bras vers le ciel, prière, l'avenir pour hier, la paix, ma prière, ma prière. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre radio préférée Chérie FM la 104.1 et le petit écran d'Africa Today Télévision. Nous sommes samedi 15 juin 2019 ici dans ce studio et sur ce plateau trois confrères Assimi Oussoiré du site africaguinée.com. Monsieur Soiré, bonsoir. Bonsoir. Et Lansana Camara du site Conakry Live.info. Monsieur Camara, bonsoir et vous également. Oui, bonsoir. Et Laïmadi Condé, consultant média. Monsieur Condé, bonsoir. Bonsoir. Et l'émission, vous connaissez le format, c'est bien cette émission qui reçoit pour vous chaque samedi les confrères pour analyser, décrypter, commenter tout ce qui fait la une de l'actualité, mais très exceptionnellement aujourd'hui,
L'émission reçoit une invitée ici dans ce studio et sur ce plateau, Madame Safiatou Al-Zouma Nourou. Elle est directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'AREI. L'AREI, c'est bien l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Avec elle, donc, il va être question tout à l'heure des énergies renouvelables. On va aborder l'AREI elle-même, ses objectifs, sa mission, son fonctionnement, les mécanismes d'adoption des projets et très certainement, elle va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Elle, c'est bien Dr Chantal Cole, elle est ambassadrice des énergies renouvelables. Point focal de l'AREI en Afrique de l'Ouest. Avec elle, on va surtout revenir de long en large sur le forum des énergies renouvelables qui s'est tenu ici même à Conakry du 10 au 14 juin 2019. Forum dont les travaux ont été lancés par deux présidents. Il s'agit de Alpha Condé de la Guinée et Idrissa Déby Itno du Tchad. Madame Safiatou Al-Zouma Nourou, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir. La mise en onde est assurée par Yamoussa Silla Kande Omar Kamara côté radio. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. Moromo Kamara Kadia Touré ici. Micro-présentation Aboubakar Kondé. Première question, Madame Safiatou, c'est quoi les énergies renouvelables? Ces derniers temps, on en parle quasiment un peu partout. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Merci beaucoup, Monsieur Kondé. Oui. Avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler des énergies renouvelables et surtout de notre initiative l'AREI, donc l'initiative de l'Afrique pour les énergies renouvelables. Donc, on appelle énergie renouvelable toute énergie qui est issue d'une source intarissable. Donc, le qualificatif renouvelable est lié à la nature même de la source utilisée pour produire l'énergie. Donc, nous avons comme sources d'énergie renouvelable les plus communes sont le solaire, l'éolien, la bioénergie, donc la biomasse. Nous avons la géothermie, nous avons aussi l'énergie issue de la mer, donc la marée motrice et autres. Donc, ce sont les formes d'énergie renouvelable les plus répandues dans le monde. Donc, elles sont 6. La différence entre ces formes d'énergie et les formes d'énergie conventionnelles, c'est que, comme j'ai eu à le dire, les sources sont intarissables. Et en plus, ce sont des énergies propres. Elles n'émettent pas de CO2, donc de carbone. L'émission en carbone est très très faible, pour ne même pas dire nulle. Donc c'est des énergies qui contribuent à la préservation de l'environnement. Alors, des énergies qui contribuent à la protection de l'environnement, aujourd'hui, elles sont au nombre de 6. Est-ce que l'Afrique regorge toutes ces 6 formes? Quelle est la forme la plus développée par ces régions? L'Afrique regorge de toutes ces 6 formes. Et les 5 sont vraiment développées. La 6e n'est pas tellement développée, c'est à son exploitation et à un stade pilote, c'est l'énergie marine. Il y a quelques pays qui ont commencé à exploiter cette énergie, tels que le Ghana. C'est vraiment à un stade initial. Par contre, la plus répandue, je dirais, c'est le solaire. C'est l'énergie qui est la plus répandue dans le monde entier en termes d'exploitation. Compte tenu de... À partir du soleil ou quoi? Oui, à partir du soleil. Et à partir du soleil, on peut produire ça a 2 formes d'application. L'application directe qu'on appelle le photovoltaïque et l'application indirecte, là où il faut transformer la chaleur, là on l'appelle le solaire à concentration. Donc c'est la forme d'énergie la plus utilisée. Ensuite vient l'éolien. Donc c'est l'énergie qui est tirée du vent. Et en 3e position ici en Afrique, il y a la bioénergie, donc la biomasse, la transformation de la biomasse pour la production d'électricité et pour la production aussi de chaleur et de froid. En 4e position, nous avons la géothermie qui est exploitée au niveau des pays qui sont situés dans le long de la vallée du Rift. Donc en Afrique de l'Est jusqu'en Afrique australe, mais surtout en Afrique de l'Est et précisément au Kenya. Au Kenya, actuellement, la géothermie représente plus de 50% de leur mix. C'est à partir du volcan ou quoi? C'est à partir de la chaleur issue de la Terre. Oui, mais le volcan, c'est souvent provoqué oui, par... effectivement, ouais. C'est dans de tels reliefs qu'on trouve cette source d'énergie. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas très répandue. C'est à des endroits bien spécifiques qu'on trouve cette forme d'énergie. Mais c'est l'une des formes d'énergie renouvelable les plus stables. Les plus stables parce que, contrairement au solaire et à l'éolien qui sont intermittents, la géothermie est stable, elle est comme l'hydroélectricité.
Et bien sûr, il y a l'hydroélectricité aussi qui est très très répandue aussi. Alors, la biomasse, c'est quoi concrètement? C'est dans ça, il y a les déchets, Oui. les ordures. Exactement. Dans la bioénergie, vous avez d'abord la biomasse solide et il y a aussi les déchets industriels, tels que par exemple les déchets issus par exemple de l'industrie de transformation du bois. Ça peut être aussi certaines industries, l'agro-industrie, telles que par exemple les coques d'arachide, la balle de riz. Il y a aussi les déchets industriels là. Et même aussi les déchets ménagers sont aussi utilisés pour produire de l'énergie, c'est de la biomasse. Et dans cette catégorie, nous avons par exemple la production du gaz, tel que le méthane, utilisé pour produire non seulement de l'électricité, mais aussi pour la cuisson. Alors, est-ce que l'Afrique peut compter sur les énergies renouvelables pour son électrification très prochainement? Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie en Afrique? Parce qu'on est habitué d'abord au thermique, les centrales thermiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'énergie renouvelable en Afrique qui peuvent être valorisées à la satisfaction des Africains? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est l'un Le potentiel, il est évalué? Et c'est ça l'un des objectifs de l'ARE. L'Afrique, quand même, c'est 40% du potentiel solaire mondial. 40% du potentiel solaire mondial, ce qui fait plus de 650 TWh, pardon. L'Afrique, c'est aussi 32% du potentiel éolien mondial. Ça fait plus de 67 000 TWh. C'est aussi 12% du potentiel hydraulique mondial. Donc, on a assez de potentiel. Et si on arrive à exploiter ce potentiel, ça fera de l'Afrique le continent leader en énergie verte. Alors, les énergies renouvelables sont opposées à quoi? Elles sont opposées aux énergies conventionnelles. Lesquelles? Bon, je ne dirais pas opposées, elles viennent, disons, pour nous autres, on ne voit pas d'opposition, on parle plutôt de complémentarité. Ah, d'accord. On parle plutôt de complémentarité. Les premières ont montré leurs limites, c'est ça? Elles ont montré leurs limites et l'objectif, c'est vraiment, maintenant le monde n'est plus au stade de transition, on est déjà maintenant au stade de la transformation. Donc, essayer de transformer le secteur énergétique mondial. Et l'Afrique est vraiment, la tendance en Afrique, elle est bonne compte tenu du leadership politique assez prononcé dans ce sens. Oui, là c'est la camarade. Oui, madame, nous venons de vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Nous avons suivi également des rencontres dans ce sens-là. Oui. Mais vous savez, moi la question qui me revient toujours à l'esprit, même lorsque cette initiative a été lancée avec l'accompagnement des partenaires en 2015, je crois, à Paris, avec la COP 21, la question c'est celle de savoir, l'Afrique qui n'est pas quand même un continent pollueur comme d'autres, pourquoi est-ce que ce continent s'oriente vers ce type d'énergie au lieu de l'énergie conventionnelle qui quand même a permis aux autres continents de se développer? Très bonne question. Cette question, elle revient tout le temps. Mais vous ne pensez pas que nous n'avons pas le droit de répéter les erreurs des autres? Ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Voilà pourquoi ils s'orientent vers les renouvelables. Nous, on a plus de potentiel qu'eux. Pourquoi devons-nous attendre qu'ils prennent d'abord le lead avant de nous engager? On ne doit pas toujours être dans cette position d'expectative. Non, on ne doit pas être dans l'expectative. Surtout, comme j'ai eu à le dire, nous avons assez de potentiel. Et en plus, il y a une autre réalité que nous autres Africains, on doit garder à l'esprit. L'Afrique, c'est un continent qui consomme. La grande partie de nos biens viennent d'ailleurs. Par la force des choses, nous serons obligés de suivre la tendance. Parce que, juste vous donner un exemple. Prenons le secteur du transport. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de prendre des mesures pour qu'à l'horizon 2040, 2030 pour certains pays, pour d'autres pays, à l'horizon 2040, il n'y aura plus de voitures avec des moteurs à combustion. Ils veulent tous aller vers ce qu'on appelle la e-mobility, donc les voitures électriques. Donc par la force des choses, nous serons obligés de ne plus utiliser les voitures que nous utilisons actuellement. Donc à nous de nous préparer, à nous de nous outiller, à nous de faire en sorte de créer cet écosystème pour exploiter non seulement notre potentiel, non seulement pour nos propres besoins, et aussi essayer d'approvisionner les autres.
Donc c'est vraiment une opportunité pour nous pour changer actuellement la dynamique, disons, la tendance au niveau mondial. Ok, je pense que vous êtes très clair et surtout, je dirais, beaucoup plus convaincante dans vos réponses, mais vous savez que nous sommes un pays minier aussi, vous le savez, et l'Afrique d'ailleurs a beaucoup aussi de potentialités minières, et vous, qui dit transformation, en tout cas dans les industries lourdes, demande aussi de l'énergie conventionnelle. Est-ce que vous pensez que en développant ces potentiels de l'énergie renouvelable, est-ce que l'Afrique peut aussi se développer et développer son industrie voilà, pour mettre en valeur ses potentiels minières? Tout à fait. Et justement, le secteur minier fait partie des secteurs cibles pour la promotion des renouvelables. Parce qu'ils ont assez de moyens pour développer ces énergies. Par exemple, dans certains pays, prenons le cas d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, que je connais parfaitement, le Ghana. Au niveau de leur loi sur l'électricité, ils ont imposé 10% de renouvelables pour tous les grands consommateurs, y compris le secteur minier. Ils sont en train de faire la même chose au niveau de toutes les grandes industries. Parce qu'eux, ils ont assez de moyens pour produire leur propre énergie. Et quand le moteur marche, l'origine de l'électron qui circule pour créer l'électricité importe peu. C'est l'électricité qui compte, quelle que soit l'origine. Et si on peut convaincre le secteur minier pour vraiment embrasser ces énergies renouvelables, leur déploiement se fera comme en moins de temps. Et actuellement, même en Afrique australe, si vous prenez des pays tels que la Zambie, tels que une partie de la Namibie, ils sont aussi en train de promouvoir ces énergies-là pour le secteur minier, justement, parce que c'est des pays vraiment miniers. Alors quel est l'avantage? Oui, Assimiou, allez-y. Non, je voulais juste avoir une idée sur quels sont les pays champions en matière d'énergie renouvelable dans le continent africain. Il y en a quelques-uns, par exemple. Si vous prenez en Afrique du Nord, nous avons le Maroc. Nous avons le Maroc. En Afrique subsaharienne, nous avons l'Afrique du Sud, qui a eu à développer, à mettre sur son réseau des gigawatts de solaire et d'éolien. Ils sont à plus de 3 gigawatts sur leur réseau. Nous avons le Kenya, comme j'ai eu à le dire, avec la géothermie et même l'éolien, parce que le plus grand parc éolien en Afrique se trouve au Kenya. Nous avons aussi la Tanzanie qui est en train de fournir beaucoup d'efforts, le Rwanda en train d'emboîter le pas, et naturellement aussi l'Éthiopie si on considère l'hydroélectricité avec leur grand barrage grande naissance qui est en construction. Le Maroc par exemple, moi j'ai eu la chance de visiter leur centrale c'est à Ouarzazate, donc j'ai vu que c'est quelque chose de très grand, de très mouse. Et contrairement, la Guinée, par exemple, investit beaucoup dans l'hydroélectrique. Nous avons vu le barrage Kaleta et puis Soapiti voilà, dont les travaux sont en cours. Est-ce que, quelque part, la Guinée est en train de faire le pas vers les énergies renouvelables? Naturellement. En fait, s'il y a un pays, ici dans cette sous-région, qui doit être leader en matière d'énergie renouvelable, je parle de capacité installée, c'est bien la Guinée. Parce que vous avez tout le potentiel. Vous avez assez d'hydraulique, vous avez assez de solaire, vous avez assez de biomasse. Et quand on regarde l'hydraulique et la biomasse, c'est des énergies renouvelables stables. Donc elles ne sont pas du tout intermittentes. Donc s'il y a un pays qui peut vraiment prendre le leadership, c'est bien la Guinée. Moi, mon inquiétude, c'est justement au niveau de l'hydroélectrique, parce que depuis un certain temps, on a quand même assisté à une chute de manière un peu vertigineuse de la pluviométrie dans notre pays. Et vous avez vu avec le barrage Kaleta, voilà, sa capacité en période hivernale voilà, n'est pas la même en période d'étiage. Je pense que cela suscite un certain nombre d'inquiétudes chez les populations et au niveau de certains observateurs. Est-ce que la Guinée devrait normalement, en tout cas à votre avis, s'orienter vers l'énergie éolienne ou bien vers le solaire également? Vous savez, en matière de planification énergétique, c'est un mix. Chaque pays a sa spécificité. Donc la planification se fait en fonction de la disponibilité de la ressource. Donc quelles sont les ressources qui sont disponibles dans le pays? Quelle est la caractéristique de la demande au niveau du pays? Et quelle est la disponibilité et là aussi en fonction de la capacité des infrastructures existantes dans le pays et la planification des infrastructures. Donc, pour revenir au cas du Maroc, ils sont partis vers le solaire parce que ils ont assez de potentiel en solaire. Ici, vous avez assez de potentiel en hydraulique. Donc, je pense que c'est une très bonne décision de promouvoir l'hydraulique. Certes,
il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'hydraulique, mais il faut amener aussi les autres formes d'énergie renouvelable, telles que le solaire, telles que la biomasse, et peut-être même un peu de conventionnel, peut-être un peu de conventionnel aussi. Parce que pour stabiliser les énergies renouvelables intermittentes, il faut aussi un peu de conventionnel. Mais vous, dans votre cas, vous n'avez peut-être pas besoin de ça, parce que vous avez l'hydraulique. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM la 104.1, vous regardez également Africa Today Télévision. Vous êtes dans votre émission Œil Libre des médias qui change exceptionnellement de format puisque l'émission reçoit pour vous aujourd'hui Madame Safiatou Alzouma Nourou, elle est directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'AREI. L'AREI, c'est bien l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Vous le savez, la Guinée, en tout cas notre capitale, a abrité du 10 au 14 juin le forum africain sur les énergies renouvelables, forum auquel ont pris part le chef de l'État guinéen Alpha Condé et celui du Tchad Idriss Déby Itno. C'est justement pour parler de ce forum et parler également du fonctionnement des énergies renouvelables qu'on a décidé de la recevoir aujourd'hui. Alors, on a parlé des énergies renouvelables. Vous êtes directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'AREI. C'est quoi l'AREI? À part la signification du sigle, bien entendu. Ouais. Même s'il faut commencer par ça. En fait, l'AREI, c'est la concrétisation d'une volonté politique. C'est la réponse de l'Afrique au combat contre les changements climatiques. C'est une initiative qui a été lancée à la COP21 à Paris avec pour objectif d'aider les pays africains à exploiter l'énorme potentiel en énergie renouvelable pour améliorer les conditions de vie de leur population. En matière d'objectifs, il y a eu des études techniques qui ont démontré qu'à l'horizon 2030, pour que l'Afrique puisse atteindre l'accès universel aux services énergétiques propres et modernes, il faut à peu près une capacité de plus de 600 gigawatts. Précisément, c'était 610 gigawatts. Dont 310 gigawatts pourraient provenir potentiellement des énergies renouvelables, donc toutes ressources confondues. L'hydraulique, le solaire, l'éolien, la géothermie et la biomasse. Donc, c'est pour cela qu'au niveau de l'AREI, quand cette décision politique a été prise, on a pris cet objectif. On a pris les 300 gigawatts comme objectif pour l'AREI. Donc, c'est le minimum. L'objectif 2030. 2030. Ouais. Moi, je suis très profane. Vous le constatez, je l'observe avec... en tout cas, dans ces explications, il y a une véritable satisfaction. Mais moi, en tant que profane, je suis partagé entre le rêve et l'utopie. Quand on sait que le lancement des énergies renouvelables, c'est la COP21, le premier paradoxe, ce n'est pas en Afrique, c'est à Paris. C'est comme la littérature africaine, on dit que c'est paradoxal que la littérature africaine soit née aux États-Unis. Et on n'a pas totalement réussi, il y a Asmiou qui a posé une partie de ma question, on n'a pas totalement réussi d'abord à satisfaire la population lorsqu'on parle de l'énergie hydraulique ou conventionnelle, et on fait la transition pour les énergies renouvelables. Vous ne pensez pas que... Parce que moi je veux concrètement la véritable politique de mise en œuvre de ces énergies renouvelables, parce que je dis le rêve c'est bien, mais moi la matérialisation du rêve, je me vois dans l'utopie, parce qu'on n'a pas réussi encore quand même à satisfaire la population avec les énergies conventionnelles, et on fait un saut vers les énergies renouvelables. Quelle politique concrète de mise en œuvre, madame? En matière de politique de mise en œuvre, en fait, c'est deux axes d'intervention. Aider les pays à créer l'écosystème favorable pour attirer des investissements. Donc tout ce qui est cadre réglementaire, législatif, essayer d'outiller ces pays-là, parce qu'il y a beaucoup de bons instruments juridiques. Les instruments juridiques, les politiques et les instruments juridiques. C'est ça le premier axe. Et le deuxième axe, essayer de faciliter le financement direct des projets matures. Parce qu'il y a assez de projets d'énergie renouvelable sur le continent. Il y a assez de projets d'énergie renouvelable sur le continent. Prenons le cas précis de la région Afrique de l'Ouest. En 2013,
le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO a eu à élaborer une politique et créer. Donc en français, l'acronyme c'est CEREC. Ouais. Ce centre a eu à élaborer une politique régionale qui a été adoptée par nos chefs d'État. Et cette politique-là a été traduite en plan d'action au niveau de tous nos pays. Donc chaque pays de l'Afrique de l'Ouest a son plan d'action pour la promotion des énergies renouvelables. Maintenant, ce qui manque, pour ceux qui ont du mal à mettre en œuvre ce plan d'action-là, c'est que justement, ils n'ont pas les cadres réglementaires requis. Ils n'ont pas les cadres réglementaires requis. Et nous savons tous que faire du business en Afrique est perçu comme un risque. Et surtout dans le secteur des énergies renouvelables. Pire encore, nos institutions financières locales ne comprennent pas le business des renouvelables. C'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc, il y a tout un travail à faire à tous les niveaux. Donc, à tous les segments, il y a un travail à faire. Non seulement, comme j'ai eu à le dire, outiller les acteurs du secteur public à prendre les bonnes mesures législatives et autres, et aussi faire en sorte de sensibiliser le secteur bancaire à comprendre le business et surtout aussi techniquement pour évaluer les dossiers qui recevront. Par exemple, des dossiers de projet. Il y a des banques qui nous ont approchés pour dire que non, ils ont du mal à évaluer ces dossiers techniques parce qu'ils n'ont pas cette capacité technique-là. Donc, si on essaie de travailler avec tous les acteurs avec une synergie, on y arrivera. Juste, je tiens à préciser une chose. Quand on parle de 300 gigawatts, pour nous c'est énorme. 300 gigawatts, ce n'est rien du tout. Hier, on était à notre plateforme technique, de formation technique et d'échange d'expérience. Il y avait le représentant de la région Afrique du Nord qui était là avec nous. Il nous a montré ce qu'ils ont comme plan. C'est des gens qui comptent mettre plus de 100 gigawatts à l'horizon 2030. Rien que 4 pays. Bien, le paradoxe, justement, pourquoi COP21 à Paris pour lancer on devait faire une prise de conscience. Peut-être que les Africains pouvaient se retrouver dans un pays africain pour lancer la campagne. Voilà. En fait, la COP, c'est la conférence des parties. Oui. C'est une réunion mondiale autour du climat. C'est une réunion mondiale autour du climat qui regroupe le monde entier. Oui. Donc l'Afrique a utilisé cette opportunité pour lancer son initiative, pour avoir plus de visibilité. En fait, c'est la seule raison. Sinon, tout le travail a été fait avant, et comme j'ai eu à vous le dire, par exemple, au niveau de la CEDEAO, la politique énergétique a été adoptée en 2013. Donc, on est conscient de notre potentiel, on est conscient du fait qu'il nous faut prendre des mesures ardues pour pouvoir l'exploiter, mais juste la COP a été une opportunité pour lancer ça, pour avoir plus de visibilité, et aussi faire en sorte d'avoir le soutien aussi des partenaires et de la planète entière. Est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez des difficultés sur le terrain? Parce que quand tous les pays qui doivent adhérer, est-ce qu'ils adhèrent de la même manière? Est-ce qu'ils comprennent de la même manière? Est-ce que l'accompagnement c'est de la même manière? Quelles sont les difficultés? Bon, je ne poserai pas la question sous cet angle. Je peux vous assurer que toutes les 5 sous-régions sont représentées dans l'ARE. Parce que le conseil d'administration de l'ARE est composé par 5 chefs d'État, chacun représentant une sous-région. Et tous les 5 sont engagés. Donc, lesquels? C'est son Excellence le professeur Alpha Condé de la Guinée pour la région Afrique de l'Ouest, et c'est lui qui est le président du conseil d'administration. Ensuite, nous avons son Excellence Idriss Déby Itno du Tchad, qui représente la région Afrique centrale. Nous avons son Excellence Uhuru Kenyatta du Kenya, qui représente la région Afrique de l'Est. Et nous avons le président de la Namibie, qui représente l'Afrique australe. Et nous avons Abdel Fattah al-Sisi, qui représente l'Afrique du Nord. Du Nord, oui. Donc, toutes ces sous-régions-là sont représentées et tous ces 5 chefs d'État sont profondément engagés. Profondément engagés, je peux vous le dire et vous le répéter. Ils sont profondément engagés. Donc, dire que les pays hésitent, je ne poserai pas la question sous cet angle. Non. Donc, non, ça veut dire qu'il n'y a aucune difficulté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, il n'y a pas de difficulté côté engagement, mais il y a des difficultés sur le plan technique. Ils ne sont pas techniquement outillés, et c'est pour cela que nous, au niveau de l'AIU, c'est pour cela qu'au niveau de l'AIU,
on a prévu, dans le cadre de notre programme de 2 ans qui a été adopté par le conseil d'administration, d'organiser justement ces plateformes d'échange et de formation technique pour échanger nos expériences et aussi apporter de l'expertise à toutes les sous-régions. Et la dernière, on vient de la terminer hier, ici à Conakry, pour la région Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a compris les limites, disons, les problèmes techniques qu'ils ont. Maintenant, sur le plan financier, pour le moment, nous fonctionnons avec la contribution, disons, les engagements que les 10 partenaires ont pris à Paris. L'objectif, c'est que dans le moyen terme, que les Africains puissent prendre financièrement cette initiative en main. Qu'ils puissent vraiment prendre ça en main financièrement. C'est ça l'objectif à moyen terme. L'autre question, en fait, madame, permettez-moi, je voudrais simplement appuyer votre position en disant que quand on parcourt justement les documents par rapport à cette initiative, quand on voit qu'il faut passer, je crois, de 10 gigawatts en 2020 oui. À 300 gigawatts en 2030, j'avoue que lorsque j'ai fait ma dépêche et quand j'ai envoyé, les gens ont vu, ils m'ont rappelé par téléphone pour dire est-ce que c'est pas trop, est-ce que je ne me suis pas trompé, mais je les ai rassurés que c'était des données que j'ai tirées des documents officiels justement de l'initiative. Alors, par rapport à cela, la question que je voudrais me poser, c'est l'engagement de l'Union africaine. En fait, c'est vrai que vous avez parlé de l'engagement de tous les États, vous avez parlé des 7 sous-régions de la... Oui. Mais il se trouve que l'Union africaine, qui se trouve être cette institution panafricaine, devrait piloter, devrait être vue au premier vue. Mais depuis le lancement de cette initiative, on la voit moins. Qu'est-ce qui fait cela? Si, l'Union africaine est bien présente. C'est qu'elle est membre non votant du Conseil. La preuve, le Conseil d'administration qu'on a eu le 11, ici à Conakry, l'Union africaine était représentée. Et d'ailleurs, toutes les réunions ordinaires du Conseil d'administration se font durant les sommets de l'Union africaine. L'Union africaine est vraiment engagée dans l'initiative. Maintenant, pour revenir à ce que vous venez de dire, nous qui sommes du secteur de l'énergie, nous savons que pour les énergies renouvelables, c'est le démarrage qui est difficile. Une fois que vous démarrez, les choses vont à la vitesse lumière. Prenons par exemple le cas de tous ces pays-là, que ce soit l'Égypte, l'Afrique du Sud. Quand vous commencez, ce qu'ils appellent en anglais avoir le record. Une fois que vous avez cette expérience, les investisseurs voient que sur le terrain, il y a 1 ou 2 projets concrets qui ont été mis en œuvre dans le pays sans problème, ils viennent. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a assez d'argent, c'est cette confiance-là. Les gens n'ont pas confiance au marché africain parce qu'on pense que c'est un marché à risque. Barrière. Exactement. Exactement. Et nous savons aussi que, par exemple, si on se tient à notre planification, à ce qui est vraiment, ce qui est espéré, c'est que par an, il faut des investissements de l'ordre de 32 milliards pour atteindre cet objectif. D'euros ou de dollars? De dollars. Oui. Et ça, les fonds publics ne pourront pas le faire. Et c'est pour cela qu'au niveau mondial, on utilise les fonds publics pour justement créer l'écosystème et attirer les investissements étrangers. Privés. Parce qu'il n'y a que le secteur privé. C'est le secteur privé qui peut être porteur de déploiement des énergies renouvelables dans le monde entier. Actuellement, si vous regardez, si vous essayez d'analyser les investissements, par exemple en 2017, au niveau global, on était autour de 280 milliards d'investissements, rien que pour l'année 2017, pour les énergies renouvelables. Mais 85% de ces investissements-là venaient du privé. Les investissements publics représentaient juste 15%. Et comme j'ai eu à le dire, c'était vraiment pour créer les conditions pour attirer les alors que en Afrique, on était juste à 7 milliards d'investissements. Uniquement 7 milliards d'investissements. Et ça, c'est grâce à 5 ou 6 pays, dont l'Afrique du Sud et les pays de l'Afrique du Nord. Oui. Madame, vous semblez vous appesantir sur le secteur privé, alors que j'ai cru comprendre que, effectivement, on avait adopté une politique pollueur-payeur également. Donc, quelle va être la partition de ces grandes puissances, justement, pour ce qui est de ces énergies renouvelables en Afrique? C'est pour cela qu'ils ont pris ces engagements-là à Paris, pour nous accompagner. Au moins jusqu'en 2020, ils ont décidé de nous accompagner. Maintenant, déjà d'ici la fin de l'année, on va commencer à essayer de lever des fonds. Donc c'est justement parce qu'ils sont conscients justement de cette dette qu'ils ont pris l'engagement à Paris à concurrence de 10 milliards de dollars. Justement, on a suivi plusieurs interventions dans ce sens, et je me rappelle que le président Alpha Condé avait lui-même eu à évoquer ce sujet en regrettant les procédures, sinon les mécanismes de décaissement de ces fonds. Est-ce que vous parvenez, ou est-ce que vous êtes optimiste par rapport un peu
à ces engagements pris par ces grandes puissances. Quand on sait que la date limite c'est 2020, c'est quasiment déjà arrivé. Je suis très optimiste parce qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un petit retard dans la mise en œuvre de l'arrêt. Il y a eu un petit retard dans la mise en œuvre de l'arrêt. Et la preuve, avant-hier, lors du conseil d'administration, le conseil a adopté 104 projets. Le conseil a adopté 104 projets. Et nos chefs d'État, les membres du conseil, ils avaient accepté à Addis, compte tenu de l'urgence, d'avoir 2 conseils extraordinaires, en plus de 2 conseils ordinaires qui sont prévus dans la gouvernance, uniquement pour adopter des projets. Donc on a adopté 104 projets d'une capacité d'à peu près 3 gigawatts. Et en septembre, à New York, on va avoir encore un deuxième conseil d'administration extraordinaire pour encore adopter d'autres projets. Moi, je suis optimiste pour l'atteinte des 10 gigawatts à l'horizon 2020. Oui, d'ailleurs, quel est le mécanisme de fonctionnement de l'arrêt? Dans quel sens? Oui, comment l'arrêt la structure a été mise en place? Vous êtes la directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre. Comment vous fonctionnez? Quels sont les différents membres? Et les membres ils sont nommés ou ils sont élus? Donc en fait, il y a le conseil d'administration qui est l'organe suprême, donc composé par, comme j'ai eu à le dire, les 5 chefs d'État. Et il y a des membres non votants au sein de ce conseil d'administration qui sont l'Union africaine, la BAD, qui est la FUDICI, et qui héberge l'unité indépendante de mise en œuvre. Il y a l'Union européenne et la France qui représente les 9 pays qui ont pris les engagements de Paris. Parce qu'à Paris, il y avait 9 pays plus l'Union européenne. Donc la France, elle représente les 9 pays. Donc c'est un mandat de 3 ans renouvelable. Une fois. Ensuite, vous avez le conseil, vous avez le comité technique qui est le deuxième organe. Donc, le comité technique, il appuie l'unité indépendante de mise en œuvre. Parce que l'unité indépendante de mise en œuvre, c'est le secrétariat. Donc, c'est une petite équipe. C'est vraiment le bras, c'est la cheville. Oui, exactement. Donc le comité technique, il se réunit de temps à des périodes bien précises et il travaille en étroite collaboration avec l'IDU, donc avec l'IDU. Et l'IDU fait partie même moi, je suis membre du comité technique. Donc quand on reçoit des projets, les projets, on les reçoit au niveau de l'IDU et ces projets sont soumis au comité technique pour analyse. Ceux qui répondent à nos critères sont labellisés par le comité technique et une fois labellisés, ceux qui sont matures, on les propose au conseil d'administration pour adoption. Une fois que c'est adopté, là, il y a beaucoup de chances pour avoir des financements pour ces projets. Donc il y a le conseil d'administration, il y a le comité technique, il y a le secrétariat, si on peut l'appeler comme ça. Exactement, de l'IDU. Maintenant, comment tout cela fonctionne? Comment les gens se retrouvent membres de ces structures? Au niveau du conseil d'administration, comme j'ai eu à le dire, c'est un mandat de 3 ans renouvelable. Au niveau du comité technique, en fait, à Addis Abeba... Donc, si je comprends bien, le président Guinée Alpha Condé, le président voilà, les 5 chefs d'État. Les 5 chefs d'État. Oui, plus maintenant les 4 membres non votants. Qui sont l'Union africaine. Ça fait 9. On a 9 membres au niveau du conseil d'administration. Ensuite, compte tenu de l'urgence, parce que comme j'ai eu à le dire, il y avait eu un retard de la mise en œuvre de l'arrêt. Donc, quand le programme de travail a été adopté par la réunion du conseil d'administration qui a eu lieu en février à Addis Abeba. Donc en ce moment, la décision a été prise pour mettre en œuvre un comité technique intérimaire pour pallier vraiment à l'urgence. Donc ce comité technique intérimaire, ils ont été nommés pour un mandat d'1 an. Maintenant, en fonction des performances, pour le moment, c'était un an. La Constitution n'a pas prévu... Non, c'est intérimaire pour pallier à l'urgence. Et c'est pour cela que ce sont les points focaux des 5 pays membres qui ont été retenus comme membres de ce comité technique intérimaire. Maintenant, il y a aussi des observateurs au sein de ce comité technique intérimaire, tels que l'Union africaine, tels que l'Union européenne et la France, qui représentent les 9 pays. Et quand l'IDU et les points focaux ont été choisis, quelle a été la mission qui vous a été assignée? La mission qui a été assignée au comité technique, c'est rapidement d'essayer d'évaluer les projets qui sont dans le pipeline. Parce qu'il faut reconnaître qu'on avait en ce moment plus de 450 projets qu'il fallait analyser et que l'IDU ne pouvait pas faire ça tout seul.
Voilà pourquoi, dans l'urgence, on a mis un comité intérimaire. Et les résultats sont là. C'est vraiment, il n'y a pas de doute dessus. On est parvenu à tirer 104 projets matures qu'on a fait adopter. Donc quasiment chaque membre du conseil d'administration a désigné un point focal dans son pays, c'est ça? Exactement, exactement. En fait, ça c'était dès au départ. Chaque membre du conseil d'administration a un point focal. Et en plus, tous les autres pays africains doivent aussi nommer des points focaux parce que chaque membre du conseil d'administration est entré en contact avec les pays membres de sa sous-région pour demander de nommer des points focaux parce que l'objectif c'est d'avoir vraiment tout un pool d'experts sur lesquels l'IDU peut se reposer pour mener des activités sur le terrain. Mais parfois on vous voit en réunion technique à Conakry, parfois c'est au Tchad en Djamena, parfois c'est en Égypte. Comment? C'est des réunions tournantes, périodiques, ou c'est quand ça vous plaît, vous tenez la réunion à telle ou telle capitale, dans telle ou telle capitale? C'est des consultations régionales couplées à des plateformes thématiques de formation et d'échange d'expérience. Ça veut dire? Donc chaque région ayant sa spécificité, durant une période donnée, on a pris le temps d'évaluer les faiblesses de chaque région en matière de déploiement des énergies renouvelables. Et sur cette base, maintenant, on est en train de développer des programmes de formation et d'échange d'expérience. Par exemple, le premier de ce genre a eu lieu en avril au Tchad. Et c'était vraiment, le focus était sur comment identifier un objectif atteignable. Parce que nous savons comment ça se passe dans nos pays. C'est des chiffres que les pays attribuent comme objectif sans aucun calcul technique. Oui. Donc, l'objectif là-bas, comme ils sont vraiment, c'est la région, disons, c'est la région la moins avancée en matière de déploiement des énergies renouvelables. Donc, on a commencé par la base. Qui a pourtant des ressources énormes. Très énormes. Énormes. Donc, on a commencé par l'Afrique centrale. Donc, là-bas, c'était deux grandes thématiques. Comment identifier des objectifs atteignables? Comment traduire ces objectifs-là en politique? Et maintenant, quels sont les mécanismes disponibles pour pouvoir mobiliser des investissements pour mettre ces politiques-là en œuvre? C'était ça les thématiques pour l'Afrique centrale. Et tous les pays étaient là, toutes les institutions sous-régionales étaient là, et on a fait venir aussi d'autres structures telles que l'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui a eu à développer assez de connaissances sur ces thématiques-là. Donc ils sont venus, ils ont formé les gens, et on a fait venir aussi les Ouest-Africains pour parler de leur expérience. Ça a été vraiment très fructueux. Maintenant, la deuxième réunion, c'est celle qui a eu lieu avant-hier et hier ici à Conakry pour la région Afrique de l'Ouest. Là maintenant, la thématique, c'est par rapport au cadre réglementaire, la réglementation. La réglementation, et maintenant, quels sont les risques dont un développeur doit tenir compte en développant un projet en énergie renouvelable, et quels sont les moyens pour éviter ces risques-là et attirer les investissements. Donc, c'était presque le même format, à la différence qu'ici, pour la réunion de l'Afrique de l'Ouest, toutes les 5 sous-régions africaines étaient présentes. Toutes les régions, les 5 régions étaient présentes et les échanges étaient assez fructueux. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'approcher, de suivre et d'approcher aussi, d'interviewer les participants, mais c'était très fructueux. Tout à fait, oui. Bien. Voilà, là, il m'a dit voilà, je vais tirer mon inspiration dans son exposé. Elle parle de mécanismes de financement. Oui. Moi, je suis curieux de savoir, parce que tout ça là, c'est coûteux, c'est du budget, les sources de financement, vos déplacements, les différentes réunions, comment vous les financez? À part les engagements qui ont été pris à Paris, ces mêmes partenaires-là ont décidé de supporter le secrétariat qui est l'IDU pour justement ces aspects techniques. Les partenaires étrangers? Oui. Les PTF. D'accord. Voilà, à travers l'exposé de madame, il y a beaucoup de questions qui me viennent à la tête. C'est d'abord les études de faisabilité, la première question.
est-ce qu'aujourd'hui, puisque nous parlons toujours de l'initiative, est-ce que en dépassant cette étape d'initiative, est-ce qu'aujourd'hui il y a des pays où il y a des régions qui disposent de ces études de faisabilité par rapport à ces projets? Parce que récemment, j'ai interviewé le directeur national de l'énergie en prélude justement à la tenue de ce sommet pour l'agence. Et il m'avait fait savoir, par exemple, qu'en Guinée, je ne sais pas si vous avez fait une visite ou s'il y a des vidéos qui ont été projetées dans ce sens, qu'il y a des régions qui ont été ciblées dans ce sens-là et où, je crois, une partie du financement a été obtenue de façon interne et où des projets, justement, sont à l'étude pour voir comment est-ce qu'il faut développer ces énergies renouvelables dans ces régions et donner l'électricité à ces villages, n'attendant pas jusque-là les barrages hydroélectriques. Donc, de façon générale, un peu sur l'Afrique, est-ce qu'il y a justement ces études de faisabilité dans le cadre de l'initiative? Je ne parle pas des pays qui l'ont fait, comme vous l'avez cité, de façon un peu isolé ou particulier, mais dans le cadre de l'initiative, est-ce qu'il y a des études de faisabilité aujourd'hui? Je tiens à vous apporter à votre connaissance que le 9 juin, donc un jour avant le forum, on avait eu une réunion, c'était la 4e réunion du comité technique intérimaire. Et ce comité technique intérimaire, cette réunion-là, a labellisé 69 nouveaux projets, dont 54 de la Guinée. Donc le pont Focat de la Guinée a soumis 54 projets qui ont été labellisés par le comité technique. C'est des projets il y a deux technologies, solaire et puis l'hydroélectricité. Ces projets ont été labellisés, maintenant ils sont actuellement disponibles sur le site. Maintenant, il y a 54 projets de la Guinée, 14 projets du Tchad et un projet de la Namibie. Et ces projets-là, maintenant, étant sur le site, l'étape prochaine, c'est leur adoption par le Conseil en vue de la recherche de financement. Donc, on est en train de faire beaucoup de choses. D'accord. Permettez-moi de poser une autre question. C'est justement sur la Chine. Ne soyez pas étonnés. Aujourd'hui, nous savons que la Chine, quand même, est l'un des partenaires essentiels de ce continent, d'autant plus que c'est un pays qui investit beaucoup dans les infrastructures. Or, qui parle d'infrastructures, parle forcément de l'énergie. Est-ce que la Chine, à part le cadre large des partenaires étrangers, est-ce que la Chine a un rôle ou particulier à jouer dans ce sens-là pour aider les pays dans cette initiative? Au niveau de l'arrêt, on est ouvert. On est ouvert à toute forme de collaboration. Et la preuve, lors du conseil d'administration ordinaire de février, le conseil d'administration a autorisé l'IDU à travailler avec toutes les institutions du secteur des énergies renouvelables, toutes les institutions dans le monde entier, y compris JIDECO, qui est une société chinoise. Donc on est ouvert. On est ouvert parce que le défi est tellement grand qu'on ne peut pas se permettre le luxe de trier nos partenaires à la carte. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM, vous regardez également Africa Today Télévision. Vous êtes bien dans votre émission Œil Libre des médias qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Safiatou Alzouma Nouhou. Elle est directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'AREI, entendez, Initiative africaine sur les énergies renouvelables. Avec elle, nous sommes en train de parler justement des énergies renouvelables, l'AREI, ses objectifs, sa mission, son fonctionnement, les mécanismes d'adoption des projets et le forum sur les énergies renouvelables qui s'est tenu à Conakry du 10 au 14 juin 2019. Oui, Mohamed Assimi Oussoari a une question. Moi je voulais savoir, puisque naturellement tous les pays africains n'ont pas les mêmes chances en matière, les mêmes potentialités, j'allais dire, en matière d'énergie renouvelable. Est-ce qu'il est prévu par exemple qu'il y ait une sorte de partage, l'interconnexion par rapport aux projets qui pourraient être financés? Donc ça c'est une très très bonne question. Et en fait, au niveau de l'AREI, l'un des principes directeurs même de l'AREI, c'est l'équité. On prône l'équité entre les régions. L'équité et la coopération interrégionale, intra- et interrégionale. Et c'est pour cela que je disais que pour ces forums-là, on fait venir les autres régions, parce qu'ils ont des choses à partager. Maintenant, par rapport aux projets, je tiens à préciser que ces projets-là, ce n'est pas AREI qui développe les projets. Nous, on nous soumet des projets. Ce que nous on fait, c'est d'essayer d'analyser les projets-là pour voir si ils sont éligibles en fonction de nos critères. Donc, le développement même du projet n'incombe pas à AREI. Ça n'incombe pas à AREI. Mais l'équité fait partie des principes directeurs de l'initiative. Parce que nous savons, comme vous avez eu à le dire, si on laisse la latitude uniquement, disons, aux meilleurs,
il y a des pays qui n'auront jamais de projet au niveau de l'ARE. Parce qu'il y a un écart énorme entre les différentes sous-régions africaines. Et on va veiller à ce que cet écart-là soit réduit le maximum possible. En matière d'intervention au moins de l'ARE. Ça fait partie de nos objectifs. Je pense que vous avez bien fait d'insister là-dessus. Le mot équité a tout son sens. Est-ce que depuis le début de vos activités, il n'y a pas eu, des divergences, à un certain niveau, surtout au niveau des chefs d'État, parce que très souvent, il y a beaucoup de projets africains qui tombent à l'eau à cause justement de ces rivalités, sinon de ces querelles entre les dirigeants africains. Ça, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de divergence entre eux. Ils parlent tous le même langage, ils regardent dans la même direction. Parce que le président du conseil d'administration, il ne fait pas de différence entre sa sous-région et les autres. Bien au contraire, il favorise les autres sous-régions par rapport à la sienne. Donc il n'y a pas de divergence entre les chefs d'État. Et pour tous ceux qui ont pris part au forum, vous avez bien vu les rapports avec le Tchad. Vous avez bien vu les rapports avec le président du Tchad. Il n'y a pas de divergence. Bon, madame, je ne sais pas si je peux l'aider dans ce sens-là, parce que vous le savez plus que moi, il y a actuellement un autre problème en Afrique, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle la zone de libre-échange. Vous savez que c'est dans le même cadre. En fait, il se trouve que les pays n'ont pas les mêmes poids en termes de commerce externe. Et lorsqu'on demande à ces pays-là de s'ouvrir aux autres pays, il y a des divergences. Donc la question de mon confrère, c'est dans ce sens-là. Alors, puisque nous parlons d'énergie, vous savez que la production d'énergie a un coût. Et vous savez que ce coût, lorsque l'énergie est produite, elle doit être vendue. Et s'il y a des pays qui ne sont pas à la hauteur justement de produire normalement l'énergie, ça veut dire que ces pays-là supporteront beaucoup plus de coûts dans l'achat des énergies produites ailleurs. Est-ce que cette question est résolue par ce que vous avez appelé l'équité, l'esprit d'équité, je ne sais pas, de solidarité entre les régions? Par rapport aux coûts, effectivement, il y a une grande différence entre les coûts en fonction des sous-régions. Et c'est vraiment spécifique aux régions. Et c'est pour cela qu'on a obtenu de la réunion du 11 l'autorisation de conduire des études pour déterminer justement ces facteurs-là et essayer de voir maintenant au niveau politique les décisions qui seront prises pour assouplir cette disparité. Parce qu'il y a un écart énorme, il y a vraiment un écart énorme entre les coûts et les sous-régions. Donc c'est déjà pris en compte à notre niveau et on va s'atteler à cela dans les meilleurs délais. Maintenant par rapport aux interconnexions, sortons du cadre de l'ARE. Au niveau africain, il y a ce programme qui s'appelle le programme de promotion des infrastructures, de développement des infrastructures, le PIDA, de l'Union africaine. Justement, ce programme, son objectif, c'est de fédérer tout ce qu'il y a comme pool énergétique en Afrique, pour qu'on se retrouve dans le long terme avec un seul réseau interconnecté africain. C'est ça l'objectif du PIDA. Et c'est un peu ambitieux, mais je pense qu'on doit encourager de telles initiatives. Parce que une fois que vous commencez à échanger sur des trucs aussi importants tels que l'énergie, naturellement, ça renforcera les liens entre les pays, ça renforcera la coopération. Pourquoi le Nigeria est un peu leader de notre sous-région? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui dépendent du Nigeria pour leur approvisionnement en énergie électrique. De facto, c'est un facteur naturel de renforcement de coopération entre les pays et entre les sous-régions. Alors, quand est-ce un projet est dit labellisé et quelles sont les différentes étapes que ce projet traverse pour être labellisé et quand est-ce qu'on dit qu'il est adopté à ce niveau également? Quels sont les mécanismes, les critères à remplir? Donc, la première étape, c'est d'envoyer le projet au niveau de l'IDU. Donc, on a un site web qui a été fait pour ça. Donc, le développeur du projet ou bien le point focal du pays inscrit le projet au niveau du site web. Et une fois le projet reçu, on le passe en revue au niveau du comité technique intérimaire. Si le projet répond aux critères, il est labellisé. Et maintenant, l'étape suivante, c'est la soumission au conseil d'administration pour adoption et recherche de financement.
Oui, mais quand le projet est labellisé, est-ce que ça voudrait dire que le projet appartient maintenant à l'AREI? Le projet est reconnu par l'AREI. Mais la paternité est toujours gardée par l'initiateur. Comment ça va se passer à ce niveau? La paternité est gardée par l'initiateur, mais le projet il est déjà mené dans le pipeline de l'AREI. Donc le projet aura plus de visibilité une fois adopté par le conseil d'administration de l'AREI. Donc vous cherchez le financement pour lui, en même temps le concepteur aussi peut se battre pour trouver le financement. Il doit le faire. Il doit se battre aussi. Parce que nous, on lui donne la visibilité, il y a des possibilités d'avoir des subventions, mais il doit aussi se battre pour trouver aussi des financements. Mesdames et messieurs, vous écoutez Chérie FM, vous regardez également Africa Today Télévision. Vous êtes dans votre émission Œil libre des médias qui change momentanément de format, puisque l'émission a l'habitude de recevoir les confrères pour analyser et décrypter tout ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui. Je vous ai annoncé à l'entame que très certainement elle va nous prendre en marche. Elle vient juste d'arriver, Dr Chantal Cole, elle est ambassadrice des énergies renouvelables. Point focal de l'AREI, l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Avec elle, on va forcément revenir surtout sur ce forum qui s'est tenu à Conakry du 10 au 14 juin. Mais Madame Chantal Cole, on vous a régulièrement vu d'abord avec Jean-Louis Borloo, l'ancien ministre français de l'économie, mais également de l'énergie. On vous voit régulièrement sur les questions d'énergie renouvelable. Qu'est-ce qui explique votre attachement à ce concept? Bonjour à tous d'abord, navré pour le retard, mais je voulais vous permettre de bien découvrir Safiatou également qui dirige l'unité indépendante d'AREI. Donc, je pense qu'Ondé, vous me connaissez depuis suffisamment longtemps pour savoir que le sujet de l'environnement est un sujet qui me tient à cœur depuis très très longtemps, puisque dans les années déjà 2008-2009, il y a des choses qui me choquaient, entre autres à Fria, sur lequel j'ai eu à réagir et à prendre des positions claires par rapport à l'environnement. Et bien entendu, les énergies vertes, c'est la suite logique. Les énergies renouvelables, c'est une réalité. On a des acquis sur notre continent dus à notre retard. Notre retard, c'est de ne pas avoir suffisamment d'énergie, donc de ne pas avoir beaucoup d'énergie fossile, contrairement au reste du monde qui a beaucoup d'énergie fossile et qui n'a pas suffisamment d'énergie verte. Donc l'idée, c'est de dire, servons-nous de ce retard pour en faire un acquis positif et qu'encore une fois, l'Afrique participe positivement au Sauvons la planète, parce que cette planète, elle nous appartient à tous. On est le pays qui est, émettons, le moins... Continent, oui. On est le continent, pardon, merci de rectifier, on est le continent qui émettons le moins de déchets malgré ce qu'on peut voir dans nos rues, par exemple à Conakry. On est le continent qui a le moins de déchets. Par contre, on reçoit massivement les déchets des autres. Et je suis contente de voir qu'aujourd'hui, les politiques nationales sur notre continent commencent à prendre cela très très au sérieux et à refuser les déchets des autres et donc refuser de polluer notre zone, notre continent, à cause d'autrui. Les effets à effet de serre, les gaz à effet de serre, là encore, nous en émettons peu et nous ne recevons pas les avantages de la taxe carbone dont tout le monde parle. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble de choses et bien entendu, au même titre que je me suis investie sur la libéralisation des médias dans notre pays, au même titre que je me suis investie sur les télécoms par rapport à l'indépendance, parce que c'est une grande forme de liberté, et ce n'est pas vous, journalistes, qui me direz le contraire. Autour de cette table, je vois beaucoup de journalistes du net et qui sont devenus aujourd'hui des signatures au-delà de la Guinée. Et ça, nous l'avons réussi ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons pris le train suffisamment tôt pour avoir une presse libre et indépendante. Et aujourd'hui, en Guinée, on a une presse libre et indépendante, quoi qu'on dise. Et bien sûr, enfin, pour arriver aux énergies renouvelables, qui est un engagement qui commence à être visible. En effet, vous m'avez vu avec Jean-Louis Borloo, parce que lui est très visible. Mais c'était un combat pour l'Afrique, si vous vous souvenez. C'était pas un combat pour la France ou pour Jean-Louis. Donc c'était vraiment un combat déjà pour notre continent. Et participer positivement à notre continent, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et vous le savez.
Donc voilà, oui, les énergies vertes, c'est l'avenir d'une planète qui va mieux pour tous et l'avenir d'un continent qui ira bien pour nous. Alors, la question a été posée d'abord à Mme Safiatou peu avant votre arrivée. La question des confrères. Nous n'avons pas encore maîtrisé les énergies conventionnelles. Les dirigeants ne parviennent pas à satisfaire les populations par rapport aux énergies conventionnelles. Aujourd'hui, on ambitionne d'aller vers les énergies renouvelables. Est-ce que ce n'est pas un rêve qui va être inutile ou difficile à réaliser? Je pense que sans savoir que vous aviez posé la question, je vous ai indirectement répondu à la question en vous disant que notre retard sur les énergies fossiles va être une opportunité pour nous. Va être une grande opportunité. Alors je vais me servir d'un livre saint qui est le mien puisque je suis chrétienne. On dit les derniers seront les premiers. Donc certes, nous avons et nous sommes les bons derniers en termes d'énergie dans le monde aujourd'hui. On est très très en retard. Ça a des conséquences catastrophiques sur nos économies. On a une industrie qui n'a pas la place qu'elle devrait avoir. On est un continent de consommateurs et pas un continent de producteurs transformés. Les productions positives que nous avons quand il s'agit de nos ressources naturelles, pour 80%, pour pas dire 85% de nos pays, elles partent brutes. Donc elles servent aux autres et pas à nous. Donc c'est vrai que c'est un retard qui est là, mais ce retard aujourd'hui, à nous d'en faire quelque chose de très très positif plutôt que de très très négatif. Alors avoir une centrale, nous en avons ici, oui. Tombeau, etc. Ce sont des centrales qui donnent de l'énergie à un coût exorbitant. Parce que le coût de production est très cher. Le coût de production, le coût d'entretien, oui. C'est une ligne, hein, c'est non-stop. C'est des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, il faut mettre du carburant dedans. Le carburant coûte très cher et coûtera de plus en plus cher parce que le carburant va en manquer dans 20 ans, dans 30 ans, mais le soleil, Dieu nous l'a donné et il n'y a personne qui viendra appuyer sur un interrupteur pour nous dire que nous n'en aurons plus. Le vent, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on a une réalité qui est les énergies renouvelables ont tellement avancé. On a des batteries de stockage, ce qui était impensable il y a 10 ans. Safiatou Noumou est ingénieure, elle de formation, ce qui n'est pas mon cas, hein, comme vous le savez. Elle pourra nous expliquer ça beaucoup mieux que moi en termes techniques, l'évolution extraordinaire que ce secteur des énergies renouvelables a pris en l'espace de 5-6 ans, mais également le coût drastique qui est allé vers le bas depuis 5 ans. Alors qu'avec les énergies conventionnelles, il ne va que vers le haut. Oui. Il y a 15 ans, avoir une installation solaire, ça coûtait très cher. Il y a 15 ans, le prix du carburant, le litre, c'était 1000 francs. Aujourd'hui, à Guinée, c'est 8000. Oui, mais parce que vous voyez ça, la guinéenne. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a 15 ans, 1000 francs, c'était $1. Oui. D'accord? Et aujourd'hui, vous n'avez pas, avec $1, vous n'avez pas 8000, avec 8000, vous n'avez pas $1. Ouais. Donc, on avait une parité qui n'était pas la même. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, ne comparons pas ça à ce sujet-là, mais comparons ça à l'évolution des technologies et à la dynamique que ça a pris. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, avoir une installation solaire coûte 5 fois moins cher qu'il y a 15 ans, mais en plus avec une capacité de retenue avec ces batteries dont je parlais, qui n'existaient pas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas stocker l'énergie solaire. Aujourd'hui, on peut partiellement la stocker, si ce n'est dans son intégralité. Un barrage comme Garafiri, pour parler de la Guinée puisqu'on est chez nous, on envisage de le mixer avec un champ solaire. Pourquoi? Parce que bien quand on aura moins d'eau, on aura plus de soleil. Donc ayant plus de soleil, nous pourrons, avec nos deux énergies vertes, parce que dans les deux cas ce sont des énergies renouvelables, eh bien avoir de l'énergie, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Parce que s'il ne pleut pas, c'est qu'il y a le soleil. Oui, avant de lui, elle voulait rebondir là un tout petit peu, puisqu'elle dit maintenant cette explication liée au coût bas, mais avec un avantage beaucoup plus élevé. Effectivement, comme l'a si bien dit Dr Cole, en fait, durant cette dernière décennie, il y a eu une réduction de 80% des coûts de certains composants des systèmes, tels que par exemple les panneaux solaires. Plus de 80% de réduction des coûts. Oui, par le passé, c'était du luxe. Hein? Effectivement, c'était du luxe. Ce n'est plus le cas. Et aussi, un des grands avantages des renouvelables, c'est que c'est des énergies qui sont modulaires.
vous dimensionnez votre installation en fonction de votre besoin. Donc vous pouvez aller du watt au gigawatt, ce qui n'est pas le cas du conventionnel, parce que quand vous amenez un groupe, alors là vous avez toute sa puissance à exploiter. Et ça, c'est un gros endroit à laisser. Et au-delà de ça, pour rebondir sur aussi, comme elle a dit, le fonctionnement. Il faut du carburant pour faire tourner les centrales conventionnelles, ce qui n'est pas le cas du renouvelable. C'est juste le coût initial pour l'acquisition du matériel. Après, il n'y a pas de coût. Oui. Après, il n'y a pas de coût. Pour rebondir sur ce que disait Safiatou, est-ce que vous imaginez aussi la capacité de désenclavage ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un kit solaire posé sur une de nos cases dans un de nos villages, une famille peut avoir la lumière. On n'a pas besoin, c'est-à-dire quand elle dit que ça part du mégawatt au gigawatt, j'ai envie de vous dire, ça part de la case à l'usine. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est la force de ces formes d'énergie. C'est cette capacité de désenclavage à un coût minimum. La famille à qui vous voulez faire plaisir et qui est dans un de nos villages, vous pouvez lui offrir un kit solaire aujourd'hui pour moins de $400 qui lui permettra d'avoir une ampoule, peut-être une télé, en tout cas un minimum et recharger son téléphone et son ordinateur. Voilà. Donc ça, déjà, vous désenclavez sans être sous la responsabilité des autorités publiques. Exactement. Justement, je voudrais rebondir sur l'explication de madame en disant nous avons fait l'expérience de cela parce que dans nos villages aujourd'hui, effectivement, à travers ces panneaux solaires, nous donnons l'énergie aux parents et c'est grâce à ça que la télé est regardée et tout cela. Mais ce que je voudrais dire, parce que nous sommes sur l'axe Mahmoud Dabola quand même, Dogomé, où il y a quand même, où il est prévu de faire passer après la ligne de l'électricité après le barrage de Soapiti. Mais je voudrais dire que lorsque vous êtes dans ces zones-là et qu'on vous parle justement de l'importance de l'énergie renouvelable, vous vivez la chose concrètement, mais vous avez tendance à croire que ce n'est pas de l'énergie qui va durer, parce que ça dépend aussi des frais. Il faut tout à entretenir, il faut tout à... Donc vous n'êtes pas... Vous savez, pour répondre... Allez, on va peut-être écouter mon ami d'Africa Guinée. Comment ça va, soirée? Non, en fait, je voulais dire, au-delà des ménages, vous avez aujourd'hui ces unités industrielles qui évoluent dans les mines, qui consomment beaucoup d'énergie. Est-ce que, en tant que point focal, vous militerez, par exemple, pour l'instauration d'une loi qui exigerait de ces unités industrielles là qu'elles consomment au moins 10% de leur énergie, voilà, comme c'est le cas du Ghana. Par exemple. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis le point focal pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est-à-dire 15 pays avec lesquels on va avec lesquels on est en synergie permanente. Safiatou le sait, le comité technique a 5 points focaux, donc qui chacun représente une région, et on essaye d'être le plus pro-dynamique possible. La première chose pour laquelle nous allons essayer de militer aussi, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, donc je rebondis dessus, c'est l'importance du cadre réglementaire que tous nos pays doivent mettre en place pour permettre à l'énergie en général et aux énergies renouvelables en particulier de prendre la place et la dimension qu'ils méritent. Et bien entendu que je fais partie des gens, puisque je vous disais que j'étais très axée sur les sujets d'environnement, et j'ai commencé mon entame également par Fria, qui est une de nos usines, et vous vous souvenez de tous les scandales que nous avons eus à l'époque avec Fria, que ce soit avec l'eau, que ce soit, on ne va pas rentrer dans le détail. Bien entendu qu'il va falloir à terme que les autorités prennent leurs responsabilités. Je dis leur responsabilité au pluriel, et les autorités, c'est-à-dire que pour moi ça ne s'arrête pas à la Guinée. Safiatou a énoncé le chiffre de 10%, mais j'ai envie qu'on soit comme le Kenya, j'ai envie qu'on soit comme certains pays d'Afrique qui sont déjà dans une dynamique, comme l'Afrique du Nord, où quand vous allez au Maroc, vous avez des hectares et des hectares. Militer plus pour une dynamique collective. Absolument, mais l'avantage de cette capacité à avoir de l'énergie propre chez soi, dans un village reculé, c'est les coûts que ça représente. Quand vous installez un kit solaire dans un village ou sur une case ou sur une maison très retirée, vous allez créer l'indépendance naturelle de la personne pour une vie normale, comme sur les zones très urbaines ou très urbanisées. Mais vous allez au-delà de ça. Quand mon voisin de droite parle des coûts, je veux juste vous rappeler que quand vous achetez du carburant pour mettre, ou du pétrole pour mettre dans votre lampe à pétrole, si vous additionnez tout ce que ça vous coûte à l'année
de mettre comme pétrole tous les jours pour avoir une petite flamme qui vous permet d'avoir la petite flamme où vous parlez autour avant d'aller vous coucher, vous allez voir que ça vous coûte moins cher que d'entretenir un kit solaire à l'année. Donc là aussi, je crois fortement à l'implication des femmes pour faire comprendre l'importance des énergies renouvelables individuelles aux populations, parce qu'elles sont les premières à gérer tout, elles sont les premières à gérer le foyer en réalité. Donc trouver le peu de pétrole pour mettre et avoir une lampe autour de laquelle on va pouvoir parler le soir, bien souvent ça repose sur la maman. On vient voir la maman, on dit on doit aller acheter ça. Là on va créer une dynamique nouvelle et je crois beaucoup aux organisations de femmes qui vont pouvoir s'impliquer sur ce sujet, et il y a des schémas qui sont en train de se créer et qui j'espère vont très très vite prendre place chez nous et chez les autres. Alors, oui, allez-y. Voilà. L'émission change de format, mais je pense qu'on est bien gâtés ce soir. On est entre deux dames qui ont vraiment de la rhétorique. Et je demanderai d'ailleurs à Madame Safi, elle a 2 mandats, elle n'a qu'à renouveler et changer la Constitution pour un 3e. Elle maîtrise bien le sujet. Non, moi j'ai raté les 2 mandats. Il y a je crois bien, l'organigramme, le fonctionnement, c'est un mandat renouvelable une fois. Moi, je lui demanderai et à tout. Donc vous êtes pour les modifications de constitution. Quand on produit de bons résultats. Donc on est d'accord. Donc je demanderai à Madame Safi à l'arrêt de bien vouloir lui accorder au conseil d'administration. Voilà, un premier mandat après les 2. Bien. Donc on va la laisser terminer le premier pour la juger déjà. Tout à fait. Non, mais déjà pour nous dans ces studios ici, on est bien servi. Moi qui suis derrière un véritable profane. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, je suis partagé entre le rêve et la matérialisation de ce rêve. Et parce qu'on parle de financement. Elle a dit tout à l'heure que ce sont les partenaires techniques et financiers qui sont en train d'abord de supporter tout ce que vous faites, les travaux préliminaires pour la mise en place de toutes ces commissions. Maintenant, est-ce que vous avez une autre stratégie d'obtention de financement? Parce que vous savez, en com, je ne vous apprends rien, la stratégie, c'est une démarche qui consiste à contourner les obstacles prévus ou imprévus. Maintenant, vous n'avez qu'une promesse de financement d'abord. Non, on va au-delà. Non, c'est une promesse de financement. Vous n'avez pas encore les financements. Non. C'est ce que Madame Safi a dit dans ce studio. Je vais peut-être. Alors, je vais. Non, un engagement, pour moi, un engagement, c'est une promesse. On s'engage, on a pris la promesse, mais au cas où les partenaires techniques et financiers n'accepteraient pas, par exemple, d'honorer leur engagement, est-ce que vous avez un autre plan B pour ne pas... Parce que l'ambition aujourd'hui, vous ambitionnez de dépasser peut-être l'Occident, parce qu'on a dit que nous avons toutes les potentialités, nous avons toutes les ressources, nous avons tout, c'est vrai. Sauf que nous n'avons pas l'essentiel qui est le nem-nem, qui est l'argent. Et tout tourne autour de cela. Est-ce que vous avez un autre plan B pour avoir... On n'a pas besoin de ça. Non, on a besoin d'argent. On va lui répondre. Moi, je voudrais juste vous répondre de façon, je vais essayer très précise. Donc, Safiatou, ravi de savoir que premier mandat non terminé en Guinée, on te donne 3 mandats directs. Donc, félicitations. C'était une première dans notre pays. Donc, tu as dû faire une émission, une première partie d'émission exceptionnelle. Je ne sais pas comment le sujet a été abordé sur le plan financier. Il faut savoir que, sans vouloir la répéter, et si je le fais, je vous prie de m'en excuser par avance, la première chose, c'est que lors de la COP21, les partenaires signataires de l'accord de Paris, c'est-à-dire 10 pays au total, ont décidé que les énergies renouvelables, comme soulevé le problème par les chefs d'État africains, étaient une réalité dont ils devaient accepter la réalité et s'engager. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche qui vient des partenaires vers le continent, mais une démarche qui vient du continent vers les partenaires. Donc ça, je pense que c'est un premier point qu'il faut absolument mettre au goût du jour et que tout le monde comprenne. Ce sont les chefs d'État africains qui ont communément signé une lettre. Il y a une lettre à l'initiative du président Alpha Condé qui a été signée par 35 chefs d'État et adressée au président français à l'époque. Alors pour les journalistes qui en douteraient, j'ai la chance d'avoir copie de cette lettre, donc je pourrais la présenter. Comme chez nous, on aime bien voir. Donc je vous la montrerai à l'occasion. Et le président français a eu l'information que les pays africains considéraient que
les énergies renouvelables étaient un véritable sujet qui les concernait tous et qu'on ne pouvait pas parler de la COP21 sans parler de cette réalité sur les énergies et les climats et sans respecter l'Afrique à la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire ayant les capacités de produire des énergies renouvelables, ne polluant pas la planète et étant responsable de l'avenir de leur population. Et là, les pays signataires de la COP ont validé cette position de nos dirigeants africains et ont décidé de lever des fonds à hauteur de 10 milliards destinés uniquement aux énergies renouvelables. Ça, c'est l'enveloppe qui permet de travailler sur les aspects de développement sur le plan bilatéral, uniquement consacré aux énergies vertes. Donc, ça ne s'adresse pas uniquement à la Guinée ou uniquement au Tchad, etc. Ça s'adresse à l'ensemble des pays. Une enveloppe supplémentaire a été dégagée de façon précise pour ces fonds et ils sont en train d'être utilisés depuis 2016 de façon bilatérale parce que le travail commence d'abord entre les États et les partenaires et au travers des politiques nationales sur les énergies et au travers du cadre réglementaire. Vous avez vu que j'ai commencé mon propos quand vous m'avez dit est-ce que vous allez vous engager dans ce combat je vous ai répondu tout de suite, Monsieur Soiré, moi mon premier combat, ça va être de faire accepter aux États l'importance des cadres réglementaires. Pourquoi? Parce que le secteur privé a un rôle extraordinaire à jouer dans le développement des énergies renouvelables. Nulle part dans le monde, l'énergie ne s'est développée que sur les politiques publiques. Quand vous demandez le top 10 des grandes entreprises françaises, EDF anciennement, Engie aujourd'hui, systématiquement dans les 5 premiers noms, les gens donneront ce nom. Pourtant, c'est une entreprise qui initialement était publique, puis est devenue progressivement privée. Aujourd'hui, si nous avons un cadre réglementaire structuré, rassurant sur notre continent et en Afrique de l'Ouest en particulier, puisque je suis point focal pour l'Afrique de l'Ouest, je peux vous garantir que le secteur privé va créer une dynamique qui va dépasser votre imaginaire. Et je vais prendre l'exemple d'une région qui a déjà réussi quasiment à le prouver. C'est l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, le cadre réglementaire en Afrique du Nord est tellement bien structuré, et là encore je parle sous le contrôle de Safiatou, je ne sais pas si elle a présenté son CV. Bien entendu, elle n'a pas son CV. Elle est modeste, c'est pour alors justement, je le sais, c'est pour ça que je le fais maintenant. Elle a été 8 ans directrice des études de IRENA pour notre continent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut lui raconter d'histoire en termes d'énergie renouvelable par rapport à notre continent. Pendant 8 ans, au travers d'une institution internationale spécialisée sur les énergies renouvelables, elle a été la directrice Afrique. Et vous savez que se faire une place dans un monde d'hommes, c'est pas facile, mais tenir le cap pendant 8 ans, c'est que vous devez être vraiment très brillante. Donc vous avez vu, c'est 2 mandats et demi, parce que c'est 3 ans, 3 ans. Et c'est nous qui avons été la chercher pour l'obtenir dans l'équipe d'arrêt. Elle a candidaté, il y avait en face d'elle 8 hommes et elle a gagné à plat de couture. Pour la petite histoire. Alors, une fierté pour Madame Ron. Non, mais c'est... Oui, vous connaissez mon combat pour le genre. Donc tout ça pour dire que dès l'instant où on va avoir un cadre réglementaire, on va donner des chiffres, je ne sais pas si Safi les a donnés, mais les besoins pour réussir le défi 2030 pour notre continent, c'est 300 gigas en 2030. Si elle l'a dit, elle a dû vous dire, c'est minimum 30 milliards par an à trouver pour les énergies renouvelables. Et où les trouver, c'est pas dans les caisses de nos économies publiques. C'est uniquement avec notre secteur privé. Et ça ne peut marcher que si le cadre réglementaire dans chacun de nos pays est bien construit et que l'investisseur a la garantie que son fonds sera protégé et que son investissement sera rassuré. Donc, oui, ce sera une réalité au même titre qu'il y a 15 ans, personne ne croyait véritablement à la puissance des télécoms sur notre continent de façon indépendante. Aujourd'hui, nous consommons plus de téléphones en Afrique que par exemple en Europe ou aux États-Unis. Je vous garantis que si on met, et j'ai profondément confiance en mon continent, que si nos États mettent des cadres réglementaires qui rassurent le secteur privé, il y a une dynamique extraordinaire qui va s'inscrire. On a donné l'occasion en Guinée à des journalistes de pouvoir s'exprimer librement. On a passé des élections présidentielles où votre intelligence individuelle l'a emporté sur les tentatives de manipulation parce qu'on est conscient de ce qu'on veut pour nos pays et pour nos continents.
Alors, une question sur les micro-barrages. Très rapidement. Parce que Madame l'a dit tantôt dans l'exposé, comme quoi la Guinée a présenté, je crois. Interactive, justement. Puisque les auditeurs nous écoutent, mais rapidement, il faut leur donner aussi. Madame Safiatou disait tantôt que la Guinée a soumis, je crois, 54 projets au conseil d'administration. 54 projets ont été adoptés. Labellisés. Voilà. Je voudrais savoir, Madame, parmi ces projets, justement, il y a combien de projets qui concernent les micro-barrages? Parce que quand même en Guinée, la Guinée a beaucoup d'expérience dans ce sens-là. Quand on sait que les micro-barrages qui sont à Pita et à Dabola datent de très longtemps, je crois, depuis dans les années coloniales. Et ce sont des micro-barrages qui ont permis quand même de donner l'électricité jusqu'à date encore à beaucoup de localités. Dabola, par exemple, c'est plus de 4 préfectures, vous le savez. Alors, combien Chacun prêche pour sa paroisse. Ah oui, bien sûr. Donc nous venons tous de comprendre d'où vous venez. Et puisqu'elle-même, elle a commencé par Fria. Oui, merci. En Friaka, Condé et moi, nous comprenons. On est des natifs du même endroit. Pour répondre, je pense que Safiatou vous a expliqué la différence entre labelliser et adopter. Le comité technique intérimaire a la lourde charge de labelliser un maximum de projets pour les rendre visibles, tant au service public qu'au secteur privé, et pour pouvoir créer une activité inclusive et voir ces projets se développer. Nous avons demandé à tous les points focaux de venir avec un maximum de projets à labelliser pour les soumettre au comité technique dont je fais partie. Pour la Guinée, je suis venue avec 54 projets qui sont accessibles sur notre site arrêt.info, je pense. Donc arrêt.info, vous allez dessus et vous allez trouver tous les sites labellisés, tous les projets labellisés. Il y en a aujourd'hui plus de 500 parce qu'on est parti de 400. Vous vous souviendrez qu'en 2017, Madame Ségolène Royal est venue et nous avions labellisé avec le conseil d'administration plus de 450 projets. Aujourd'hui, la Guinée vient d'en labelliser. Alors on était bon dernier en 2017 et aujourd'hui on est bon premier, je crois, parce qu'on est le pays qui avons labellisé le plus de projets. Mais vous me connaissez, je pense, quand je suis dedans, là c'est pas pour m'amuser. Donc on a labellisé 54 projets pour la Guinée, le Tchad a labellisé 14 projets et la Namibie a labellisé un projet. Nous nous sommes fortement impliqués pour que les autres pays de nos régions comprennent que l'histoire commence là. Donc que nous-mêmes, nos autorités publiques nous ont donné les moyens d'avoir toutes les informations par rapport au projet. Et oui, les projets et les micro-barrages sont dedans. En revanche, le vôtre de Dabola, il existe déjà. Donc il faut se battre. Non pas, ce n'est pas un nouveau projet, parce que la force de Arrêt, c'est quoi? C'est d'emmener des choses en additionnalité. C'est-à-dire que votre micro-barrage à Dabola, il existe déjà. Donc ce qu'il faut, c'est trouver des fonds, peut-être pour le remettre au goût du jour, créer une dynamique, ou lui apporter un nouveau projet en complément qui va le rendre plus puissant. Donc le rôle de Arrêt, c'est les notions, et ça fait partie des textes. Comme le solaire pendant la période d'étiage. Exact, comme le solaire. Donc oui, les micro-barrages sont dedans. Dabola, c'est de l'entretien, mais je suis persuadée que vous allez ne pas manquer d'aller sur le site internet où vous, en tant que, si vous avez une ONG par exemple, ou en tant qu'individu, vous pouvez directement déposer. Si vous avez un minimum d'informations, vous pouvez directement déposer un projet, et le comité technique, quand il le reçoit, d'abord c'est l'IDU qui le reçoit, donc tout est dans les mains de la grande prêtresse qui est en face de vous, Safiatou. Quand le IDU le reçoit, ils en prennent bonne note, ils l'envoient. Ils font un pack qu'ils envoient au comité technique avant les rencontres en disant voilà, nous avons reçu 23 projets d'individus, d'ONG, d'entreprises, parce que ça peut aussi être des entreprises qui déposent pour qu'on labellise. Nous allons regarder si ça vaut le coup et s'il faut aller plus loin, on va rentrer en contact avec les gens. Si c'est jugé utile, bien entendu, on labellisera, le comité technique labellisera pour permettre à celui qui a déposé le projet de voir son programme aller plus loin. Son programme étant quoi? Dès l'instant où c'est labellisé, il y a une visibilité, je pense qu'elle a expliqué ça beaucoup mieux que moi, il y a une visibilité qui est faite et qui vous permet de vous rapprocher et des partenaires multi et bilatéraux et des institutions financières et bien sûr d'avoir un accord avec l'État qui soutiendra tout projet qui permettra d'aller vers une amélioration de nos capacités énergétiques. Alors, une question transversale pour toutes les deux. Quel est le rapport qui existe entre l'IDU et les ministères de l'énergie des différents pays?
Comme j'ai eu à le dire, nous attendons la nomination des points focaux dans certains pays. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà envoyé leurs points focaux, donc nous attendons aussi les autres points focaux. Beaucoup, pas suffisamment. Hein. Ouais. Parce que... Mais pourquoi ça tarde à ce niveau? Est-ce que une demande express a été faite dans ce sens? Qui doit suivre pour que l'exécution soit rapide? Pour que l'exécution soit rapide, en fait, on utilise ces consultations régionales, donc telles que celles qui ont exactement pour relancer. Ouais. Par exemple, quand on était au Tchad, suite à la consultation nationale, les 2 tiers des pays ont envoyé, les 2 tiers ont envoyé leurs points focaux. Donc, on utilise ces opportunités-là pour les relancer. Alors, pour répondre de façon complémentaire à ce que vient de dire Safiatou, normalement, dans le cadre organique, je vais utiliser cette formule-là, et la gouvernance, parce que le mot exact c'est la gouvernance, dans le cadre organique et la gouvernance de Harare, il y avait le Conseil qui est constitué des chefs d'État et de la BAD, l'UA, l'UE et la France en tant que représentants des pays signataires de l'accord de Paris. Ça devra changer dans quelques temps, je pense, sauf s'ils sont reconduits pour un nouveau mandat. Pour reprendre à la demande de l'AI. Ensuite, il y a le comité technique qui a un rôle important puisque c'est celui de travailler et de présenter les projets. Le conseil d'administration l'a nommé par intérim pour 12 mois. Et le président Alpha Condé, qui coordonne les énergies renouvelables sur le continent et préside Harare, comme vous le savez, depuis sa création, s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse dans la méthodologie, qu'il fallait impliquer les politiques à un rang inférieur à celui des chefs d'État pour créer une dynamique positive et inclusive pour tous. Il a donc à Johannesburg invité tous les ministres de l'énergie au mois de novembre à une réunion spéciale. Et depuis cette date, et ça a été adopté au Conseil du 10 février à Addis Abeba, depuis cette date, chaque conseil d'administration ordinaire sera précédé d'une réunion ministérielle. D'accord. Comme on l'a vu ici à Conakry. Comme vous l'avez vu à Conakry, où vous avez constaté la présence du vice-ministre de l'énergie de l'Égypte, du ministre de l'énergie du Tchad qui est arrivé avant son président, du ministre de l'énergie de la Namibie qui est arrivé avant la vice-premier ministre, du ministre Talibi Silla et du ministre Kaba qui systématiquement, parce que le président attache vraiment beaucoup d'importance, donc il veut une équipe forte et très engagée pour montrer et encourager les autres pays à en faire autant. Ont participé à cette réunion où le comité technique a exposé ses recommandations et où eux sont venus en complément de recommandations apportées au conseil d'administration. Et lors de ce conseil d'administration, je ne dévoile pas un secret, les présidents Déby et Alpha Condé ont instruit les ministres de l'énergie présents dans la salle et ceux qui n'y étaient pas, donc il manque que le Kenya et un courrier leur sera adressé dans les meilleurs délais. Et c'est exceptionnel qu'ils ne soient pas là parce qu'ils ont toujours été présents à toutes nos rencontres. Il les a instruits de prendre en main et d'écrire eux-mêmes, cette fois-ci à leurs ministres, parce que les chefs d'État ont écrit aux chefs d'État, d'écrire à leurs homologues ministres pour que chaque région, sous la tutelle de la région et pas sous la tutelle de l'IDU, invite les ministres à venir. Donc la Guinée va certainement abriter dans quelques temps, ce sera à la discrétion du ministre Talibi, une réunion régionale des ministres de l'énergie pour que chacun nomme un point focal et que le point focal régional que je suis puisse défendre tous les projets face aux autres points focaux des régions pour qu'on en ait un maximum dans l'escarcelle Harare à présenter. Moi, mon ambition, c'est que d'ici, j'ai presque envie de dire, il y a tellement de projets qui n'attendent qu'à être présentés. Si dans un an, à la même date, parce que je vous annonce par anticipation que dans un an, et nous espérons en mai pour éviter les pluies, nous aurons le 2e forum des énergies renouvelables en Afrique qui se tiendra à Conakry. Donc nous, on est dans les starting blocks et le résultat du premier, et je tiens à remercier la presse qui a largement couvert par sa présence et a été patient, parce que vous avez vu que les conseils d'administration ont été très longs, etc. Mais a pu être... Ça ressemblait à l'élection du pape. Ah oui, Eh bien, c'était l'élection de 104 projets. Exactement.
Voilà. Donc, voilà, une question avant d'aller avec les auditeurs. Vous qui écoutez l'émission, téléspectateurs, vous qui suivez l'émission, vous pouvez déjà nous appeler sur les deux numéros du standard, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Oui, là, ça va. Voilà, l'autre question, c'est justement la stratégie de communication qui doit accompagner toute cette initiative quand on sait que c'est une initiative de haut niveau qui contient l'Afrique. Est-ce que vous avez réfléchi à ce niveau-là pour savoir dans chaque pays comment est-ce qu'il faut organiser, si vous voulez, des communicateurs ou alors de la presse pour que les populations soient au même niveau que vous? Parce qu'il ne faut pas aussi développer justement des stratégies où les populations verront demain des panneaux solaires installés où elles ne savent même pas pourquoi ça se fait. Parce que tout ce qui se fait avec pour moi, sans moi, le plus souvent on dit c'est contre moi. Exactement. Même si c'est pas forcément le cas. Le président qui communique, hein, parce que lui au moins il communique tout le temps, docteur. Ah, mais parce que je pense qu'il a son franc-parler et qu'il l'assume, hein, c'est tout. Donc, alors pour répondre à la question tout à l'heure, j'ai mon voisin là qui a fait la communication en m'indiquant du doigt. Donc en effet, je tiens à vous dire qu'au sein du comité technique intérimaire, deux des points focaux sont des spécialistes de communication. Il y a moi pour l'Afrique de l'Ouest et il y a Dr Alfredo pour la Namibie. Et nous sommes tous les deux, et nous sortons tous les deux quasiment des mêmes universités françaises dans ce domaine. Et il était là, hein, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être croisé. Oui. Donc la communication, c'est un vrai sujet, mais là encore, il faut y aller step by step. Trop de communication tue la communication. Donc on ne va pas commencer à dire que la mariée est belle quand on n'a pas encore vu la mariée. D'accord ? On ne va pas commencer à dire que tout est parfait et qu'on va avoir de l'énergie demain quand des experts de votre niveau en doutent encore. Donc notre rôle à nous, c'est de faire quoi ? C'est de dire, est-ce que aujourd'hui la stratégie que l'on a mis en place peut être adoptée par les chefs d'État ? J'ai le plaisir de vous annoncer que la première chose que nous avons fait, c'est mettre en place la visibilité. Donc pour la première fois, l'ARE va avoir des événements importants à New York. On va avoir un stand que nous espérons sous le pavillon de l'Union africaine permanent pendant la COP 25. Donc là, ça y est, on commence à prendre une dimension internationale par rapport à l'initiative. D'accord ? Et simultanément, nous allons faire un travail de terrain et c'est pour ça que je vous ai invité, vous, journalistes de la presse écrite, parce que, non pas que je ne crois pas, de la presse électronique, qui est la presse écrite aujourd'hui. Hein. Faut se dire les choses de façon concrète. C'est qu'au lieu de publier 10 000 journaux, il y a 1 million de personnes qui peuvent vous lire en un clic. Donc on protège encore la planète parce qu'on ne coupe pas des arbres. Donc, parenthèse ouverte et refermée très vite. Et là, bien sûr, vous allez être un relais important. Et c'est pour ça que nous avons tenu à vous rencontrer tout à l'heure, pour que, en Guinée, on va le faire, mais on va le faire, moi en tout cas, je le ferai à chaque fois en tant que communicante, où je vais me déplacer dans les différents pays pour présenter le sujet, et nous avons pris la décision que tous les membres du comité technique soient systématiquement présents aux réunions régionales pour que nous apportions notre modeste expertise dans nos domaines respectifs. Donc je vous mets très à l'aise sur ça, et le relais, par contre, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous avons ces 10 milliards. La réalité, c'est qu'on a besoin de 300 milliards pour la deuxième phase, d'accord, et qu'on est en train de la construire et qu'il faut la construire avec le secteur privé avant tout et qu'il faut un cadre réglementaire. Donc le cadre réglementaire, c'est dans la main des politiques. La Guinée, vous le savez, il y a très peu de temps, il y a 1 an environ ou un peu moins, a mis en place une autorité de régulation des énergies. Ça, c'est la clé de la solution. Maintenant, il va falloir qu'on adopte un certain nombre de choses, mais il y a des pays où il n'y a même pas d'autorité de la régulation. Donc il faut vraiment que le continent accepte de mettre tout ça en place pour avancer. Alors, on va aller vers les auditeurs, aux téléspectateurs qui suivent également l'émission. On a le premier qui est déjà au bout du fil. Allô, bonjour. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci, vous-même. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Idiatou Camara. De la radio Environnement. Allez-y. Moi, je me réjouis de cette émission. Je suis tombé dessus par hasard. Et je suis Idiatou Camara, je suis journaliste administratrice générale de Radio Environnement Guinée, comme vous le disiez, qui est la première radio web sur l'environnement et le développement durable en Guinée. Alors, forcément, je me suis senti intéressé par votre émission.
Déjà, je me réjouis qu'il y ait des femmes qui soient à la tête de tout ça. Merci. Féministe mais positif, parce que je sais que c'est pas n'importe quelle femme aussi, hein. Je suis pas du genre à dire il y a 10 hommes, il faut 10 femmes, mais même s'il y a une seule femme, si elle est capable, je la préfère à 1000 qui ne sont pas à la hauteur. Bref, ça c'est une parenthèse parce que je sais que tu vas m'attaquer, Condé. Alors, voilà, donc je disais que par rapport aux énergies renouvelables, je pense que ce sont des énergies dont il faut faire la promotion, parce que ce sont des énergies propres, des énergies durables qui permettent aujourd'hui d'atténuer les effets du changement climatique, dont les effets ne sont plus à démontrer. On parle d'inondations, de sécheresse, et puis la pluviométrie qui a baissé. Bref, je voudrais vraiment me réjouir de cette initiative, et ce que je pourrais faire, ce que Radio Environnement pourrait faire dans ce sens, être aux côtés de ces dames. Je serais vraiment très ravi de le faire, et pourquoi pas une interview avec Madame Chantal Cole et puis sa fille pour en parler. Donc, voilà. Mais une conférence est prévue, un point de presse à huis clos est prévu tout à l'heure à l'hôtel Kaloum, 16h30 n'a qu'à vous trouver là, d'accord? Je suis à un mariage, je suis très loin du centre-ville. Vous n'avez pas demain. Alors demain, on s'appelle hors antenne, si vous voulez, pour fixer. Safiatou ne repart que lundi et moi-même lundi soir. Donc si dimanche vous n'avez ni baptême ni mariage dans l'après-midi, on peut avec plaisir se voir entre femmes et faire une interview si cela peut nous être utile à tous. Avec plaisir pour parler de ces énergies propres et vertes, surtout qui ne polluent pas et qui permettent d'atténuer les effets du changement climatique que l'Afrique subit alors qu'elle dégage moins de CO2. Malheureusement. Voilà. Donc on pollue moins, on subit plus. Ouais, c'est vrai. Féministe positive, hein, je me réclame. on est trois autour de cette table. Alors que nous sommes au nombre de 4. Vous allez de côté et puis nous allons faire, et puis ça va avancer quoi. Quelqu'un le disait, si les femmes pouvaient maintenant diriger ce pays, vous avez montré vos limites les hommes. Hein. Nous vous dirigeons au quotidien. Voilà, Aboubakar Condé n'a qu'à établir le contact avec Madame Chantal Condé et on verra bien si on peut se voir demain ou en tout cas le garder. Avec plaisir. Merci d'être passé vraiment dans cette émission. En tout cas, je vous encourage et si je peux faire quelque chose, et en toute humilité, je sais que je peux apporter quelque chose, ce sera avec plaisir. Hein. Avec plaisir, merci beaucoup. 666 80, voyez, je vous disais les femmes. 99 30, 666 99. C'est une femme qui dirige une radio sur l'environnement. Les hommes, ils y croient pas à l'environnement. Ils croient que c'est des histoires de casseroles. Hein. Voilà, c'est une femme qui dirige une radio parce que la communication sur les sujets verts, c'est une réalité. Et c'est encore une femme. Je veux pas faire du féminisme de base. Vous l'avez toujours fait, hein. J'assume. Voilà. Mais, non, attendez, soirée, vous devez me reconnaître ça. Je soutiens les femmes et les jeunes. Je suis d'accord. Hein, vous avez été un jeune, je me souviens de vous étudiant à Paris. Je le suis toujours. Hein. Plus jeune que moi, jamais, c'est sûr. Est-ce qu'on a notre auditeur en ligne? On ne l'a pas. On rappelle 666 99 99 30, 666 99 99 31. La radio, c'est bien Chérie FM, la fréquence 104.1. Un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est monsieur qui est à l'interview. Vous voulez parler à Madame Cole ou bien à Madame Safiatou? Madame Safiatou, mais c'est moi qui suis quand même la croix de transmission. Admettez que vous me dites bonjour ou bonsoir. Allez-y. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Monsieur Sissoko, allez-y. Je ne sais pas, vraiment. Donc vous êtes content de suivre l'émission, c'est tout? Alors, Madame Cole est là, vous voulez certainement lui dire bonjour en face à chose en échange, c'est ça? Alors, Madame Cole va vous dire tout de suite bonsoir. Bonjour monsieur, écoutez, je suis touchée, merci, mais je vous encourage à croire dans les énergies vertes, dans l'environnement et d'y participer activement aux côtés des femmes. Il n'y a pas de problème. Merci.
Merci. Est-ce que Yamoussa, on a un autre auditeur en ligne? Je suis sûr que c'est un auditeur qui se réjouit qu'on tienne une émission qui ne parle pas que de politique. Exactement. Voilà. C'est le temps d'antenne, il est purement politique. Nous recevons les confrères pour analyser, puisque c'est pourquoi le studio il est très humide. On ne sent pas de la chaleur. Il n'y a personne qui s'énerve là. Tout le monde est calme, on a gardé le sourire. Comme quoi, la planète verte, ça marche. Hein? Exactement. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Diallo Komar. Allez-y, monsieur Diallo. Je suis très content. C'est un attentat de politique. Je l'ai dit. Je suis une résidence au Dakar de 3 mois, je suis là, mais le matin et le soir, de tous les radios, on parle politique, on ne parle pas de football, de culture, de rien. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'exposé de tout à l'heure? C'est une bonne initiative. Les énergies renouvelables, vous y croyez? Ah, on croit. C'est comme je chante d'accord, c'est une dame très brave, on croit. D'accord. Ah, merci, joli compliment. Hein. Je suis flattée. Condé. Oui. Oui, votre ami David Yombono, ça fait longtemps que je ne l'entends pas. Ah, David Yombono, il est au niveau de... Pourtant, si vous écoutez la radio nationale, vous allez l'écouter. Non, là, on écoute la radio privée à l'étranger de Pisquet. D'accord. Merci beaucoup d'être passé vous aussi dans cette émission à notre auditeur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, il n'a pas le retour, très certainement. 666 99 99 30, 666 99 99 31. Oui, madame voulait... Trois appels, mais au-delà du fait que ce soit une dame qui a choisi de communiquer sur cette thématique particulière de l'environnement et du verre, oui. C'est quand même super agréable d'entendre des gens qui y croient, mais qui sont enfin soulagés d'entendre parler d'autre chose que de politique. Et pourtant, c'est une véritable politique, l'environnement. Oui. C'est une véritable réalité. Et là, qu'on le veuille ou non, ça veut dire qu'au plus haut niveau, les politiques ont décidé que l'environnement, ils le mettaient, et que les énergies vertes, ils le mettaient au cœur du développement de notre continent. C'est 35 chefs d'État pour la première lettre, 55 qui y adhèrent. Donc voilà, quoi. C'est... Un autre auditeur, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, quel est votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Kamara Seydou. Allez-y, monsieur Kamara. Vous savez avec un grand intérêt que je suis votre émission. Je suis une personne qui s'intéresse particulièrement à l'environnement parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et j'avais même un projet concernant le recyclage du marc de café. Le recyclage du marc de café. Voilà. Et je voudrais savoir si c'est possible d'avoir de l'aide financière pour mettre mon projet en valeur pour pouvoir aider les gens. D'accord. La question est notée tout à l'heure. Vous allez continuer à suivre la radio. On va donner les éléments de réponse. 666 99 99 30. Un autre auditeur. Ou 666 99 99 30. Alors, en attendant qu'on ait un prochain auditeur, on n'est même pas loin de la fin de l'émission également, à moins qu'on la proroge un tout petit peu. Oui, la question qu'il a posée, cet auditeur, il veut valoriser le marc de café, et s'il y a l'aide financière, ou du moins, quel conseil vous pouvez prodiguer à son endroit? Qu'est-ce que ça veut dire marc de café d'abord? Le marc de café, c'est quand tu bois un café, le reste, au lieu de le jeter, on peut le transformer. Alors, je voudrais expliquer à tous les auditeurs qui s'intéressent à tout ce qui est environnement, recyclage, transformation, etc. Alors, bien sûr, le marc de café, on ne pourra pas en faire de l'énergie. C'est trop peu et il faudrait beaucoup. En revanche, avec des déchets, vous savez qu'on peut faire de l'énergie. Hein, oui. On peut transformer la biomasse. On peut transformer nos énergies, nos déchets, nos ordures en énergie. Et le Kenya est un très bel exemple. Et ceux qui ont assisté à l'intervention des Kenyans qui étaient dans la salle hier et avant-hier ont pu s'en rendre compte. Eux, c'est complètement autonome en termes de politique sur le plan national. Il faut que ce monsieur sache qu'il y a tout un tas d'organisations très très bien structurées. Je pensais par exemple à notre ami sénégalais Sékou. Enda. Il peut se rapprocher d'Enda par exemple, qui n'est pas encore présent en Guinée, mais ça ne devrait tarder.
ENDA, ils sont spécialisés justement dans toutes ces transformations et dans toutes ces politiques intelligentes par rapport aux verts, par rapport aux femmes, par rapport aux jeunes. En fait, c'est très inclusif. Et il me donnait hier soir, on a terminé quasiment à 1h du matin, parce qu'il nous expliquait comment au Mali et au Sénégal, hein, je crois, en Mauritanie et au Sénégal, ils ont développé tout un écosystème autour des énergies et du lait. Vous y pensez, vous? Moi, j'y avais pas pensé. Donc, on est resté suspendu à ses lèvres. Et en fait, il nous a expliqué combien de familles étaient nourries grâce à cela. Et le fait que INDA s'y soit intéressé, donc ça existe, le siège est à Genève, hein, je crois, si je ne m'abuse. Et lui, il est basé à Dakar. Il y a INDA un peu partout. Eh bien, ils ont réussi à obtenir des financements et ils ont développé dans ces deux pays toute cette chaîne par rapport au lait et aux énergies. Donc pourquoi pas par rapport à la transformation du déchet. Parce que c'est le temps d'antenne, ils sont prioritaires les auditeurs. Allô? Sorry. Allô? Sorry. Oui. On partage. Oui, bonsoir. Oui. Quel est votre nom? Vous nous appelez Monsieur Yula? Monsieur Yula. Voilà, perdu. Oui, 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Yamoussa Silla, la technique radio, Alassane Diallo et son équipe, côté réalisation Africa Today, oui. Oui, donc je disais, il faut qu'ils prennent le temps d'aller sur le net et de regarder toutes ces initiatives et toutes ces institutions, organisations, ONG internationales qui existent, tant pour accompagner les jeunes, le genre, ou les thématiques comme celle qui vient de proposer, qui je suis persuadée est quelque chose de très très intéressant. Pour trouver une solution, et nous, si on peut l'accompagner, mais bien entendu, ce n'est pas sous la tutelle de Haré ou de IDU pour le mar de café. Mais pendant le forum, je ne sais pas si vous avez été curieux et regardé les affiches que nous avions posées. Il y a des jeunes Guinéens qui ont initié quelque chose d'extraordinaire, et j'espère qu'on va les aider à trouver des subventions pour créer une véritable dynamique autour de ça. Ils ont créé des fauteuils pour handicapés avec des panneaux solaires. Et ça, je trouve ça absolument magique. Et c'est extraordinaire. On va prendre le dernier auditeur. Allô, bonsoir. Malheureusement, il est parti. Alors, une question avant les derniers mots. Le leadership de Alpha Condé, lui qui est le président du conseil d'administration, en même temps le coordinateur des énergies renouvelables sur l'Afrique, en même temps Idriss Déby Itno, qui est son adjoint, est-ce que ça a permis... Ils sont 5, ils sont 4 adjoints. Oui, 4 adjoints donc. Un par région. Hein. Oui, un mot sur leur leadership. Est-ce que c'est rassurant aujourd'hui? La dynamique, elle est sur une bonne voie? Écoutez, moi je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que je suis guinéenne, donc je vais naturellement soutenir tout ce que fait mon pays face au monde, parce que je pense qu'il le fait avant tout dans l'intérêt de notre population, mais également dans l'intérêt du continent. Mais je pense que le leadership du président Alpha Condé par rapport aux énergies est incontestable. Aujourd'hui, si Safiatou, qui avait un poste très confortable à Abu Dhabi, est venu candidater pour une initiative qui a l'air d'une start-up, parce que je peux vous garantir qu'il y a des fois on y passe des nuits blanches avec nos ordinateurs sur nos genoux, on n'a même pas de bureau et on travaille dans des couloirs, c'est pas une blague. Hein. C'est quand vous avez le confort d'une grande institution qui vous garantit tous les avantages d'une très grande institution et que vous décidez de remettre à nos âges, hein, parce que Safiatou et moi on sort pas de l'université, on y enseigne plutôt, c'est que le leadership il existe vraiment. Et que les politiques qui y sont ont marqué de leur empreinte la réalité et la réalité de prise d'engagement. Donc il est indéniable, et le fait que le président vienne en personne pour l'ouverture du forum, que le président Idriss Déby se déplace en personne sur un vol très court pour repartir dans la nuit, uniquement pour l'ouverture d'un forum sur les énergies renouvelables. Je voudrais juste vous signaler qu'en même temps, se tenait à Lisbonne, à la même date, un forum qui s'appelle énergie durable pour l'Afrique à Lisbonne, en Europe. Et on a mis nos partenaires au pied du mur en leur disant attendez, énergie renouvelable en Afrique pour l'Afrique, ça se passe quand même en Afrique, non?
Et ce qui nous a rassurés, c'est que les plus hautes instances de l'Union européenne étaient présentes à... Le DG de la DEFCO. Le DG de la DEFCO était présent à Conakry. Et ça, c'est un message très puissant, mais qui montre également le leadership du président par rapport à ce sujet sur les énergies renouvelables. Et le fait qu'il ait réussi à faire Caleta en plein Ebola et à le terminer avant, on ne va pas réécrire l'histoire, elle est là, elle est écrite, tout le monde ne peut que le constater. Tout le monde était persuadé que Caleta, à cause d'Ebola, ne serait jamais terminé dans les délais. On a vu les gens partir, on a vu les gens craindre, on a vu, etc. Et il a respecté cet engagement de donner ce barrage de Caleta, que d'ailleurs les Namibiens, IRENA, le grand patron d'IRENA et le directeur général de la DEFCO ont été visités, je pense que vous avez vu les images sur la RTG, ils ont été visités et constaté que ça existait et que ça marchait et qu'on était déjà sur la phase de Swapiti qui avançait plus vite encore, je crois, que ce qu'on ne pouvait espérer. Donc son leadership, il est acquis. Ça, sur le plan international, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alpha Condé, là c'est la Guinéenne qui parle, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Alpha Condé, sur le plan international, il a un leadership qui est incontestable. Sur le plan des énergies, il a un leadership qui est incontestable. Après, c'est clair que si vous posez cette question dans notre pays à des individus qui ne pensent pas pays et avenir de notre pays et qui vont systématiquement positionner le sujet au débat politique et être dans une querelle politico-politicienne, on va perdre toutes nos notions d'objectivité. Donc c'est pour ça que je dis que moi, mon approche, elle est celle d'une Guinéenne qui a envie que son pays avance, que son continent gagne et que nous prenions la dimension que nous devons enfin prendre. Donc oui, on a eu le père des indépendances, oui, on a eu un Mandela qui est un symbole pour la liberté et j'espère que la Guinée pourra présenter un symbole d'indépendance économique qui passe par l'énergie. Et si ça pouvait être le catalyseur de ça pour le continent, je serais très fière de cela en tant que Guinéenne. On a un appel en provenance de l'extérieur. Il intéressait toujours... Ah, malheureusement, il est parti. Oui. Oui, moi je ne peux que confirmer... Oui, la personne est là. Elle est de retour. Allô, bonsoir. Bonsoir, mon ami Aboubakar Condé, c'est Mamadou Siradio depuis Douala. Qui nous écoute régulièrement, oui. Ils sont nombreux des compatriotes qui suivent cette radio. Oui, mais seulement tout à l'heure, avec la dame là, je ne sais pas comment, quand vous allez prendre un débat, remercier le chef d'État africain. C'est ma première question. Et ma deuxième question, concernant la Guinée, tout le monde se lance vers l'énergie renouvelable. La Guinée, même notre énergie, on n'a pas pu d'abord électrifier la Guinée et vraiment satisfaire les besoins des Guinéens en énergie. Quel mécanisme que les Guinéens doivent prendre alors pour vraiment pouvoir réussir l'énergie renouvelable? Je vous remercie. D'accord. La première question, vous l'avez entendue? Moi, j'ai pas entendu. Oui, il dit aujourd'hui, tout le monde parle énergie renouvelable. Est-ce que la Guinée a les capacités d'aller vers des énergies renouvelables? La Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique. Donc la première énergie renouvelable que nous avons, c'est l'eau. C'est l'hydraulique. Et ensuite, je pense qu'on a tellement de déchets qu'on peut envisager très sérieusement la biomasse. D'accord. Et enfin, le soleil que nous partageons tous par la grâce de Dieu, ça fait déjà 3 grandes thématiques, sans compter que quand on a la mer, on a du vent. Donc on est présent sur les grandes thématiques des énergies renouvelables. Oui, on était avec vous maintenant par rapport au leadership. Oui, je confirme vraiment tout ce que Chantal a dit et je peux vous affirmer que j'étais impressionné parce que le jour de ma prise de fonction, le lendemain, il m'a demandé de venir à Conakry pour me donner ses instructions et sa vision par rapport à Harry. Ça m'a impressionné et c'est en ce moment que j'ai pris l'engagement ferme de donner de mon meilleur pour faire de Harry, de l'AIDU, des travaux de l'AIDU, une réussite. Comme l'a dit Chantal, son leadership est indéniable. Et tout le monde le reconnaît, en Afrique comme hors de l'Afrique. On peut vous dire, on se bat régulièrement avec les bailleurs de fonds pour les levées de fonds. Tout le monde est indéniable sur le sujet et je vous invite la prochaine fois qu'ils viendront à leur poser la question par rapport à ça. Tout le monde est d'accord sur un fait.
Arrêt n'aurait pas pris cette dimension si ce n'était pas Alpha Condé. Beaucoup de cadres m'ont confié dans le couloir de l'hôtel Sheraton de N'Djamena. C'est oui, c'est vrai que vous étiez à N'Djamena, Condé. Alors, le mot de la fin. Dans l'équipe sélectionnée. Écoutez, on commence par ces champions. Le mot de la fin, vraiment, essayons d'unir nos efforts pour faire de l'Afrique le continent leader en matière d'énergie verte. Oui, Madame Chantal Cole. C'est difficile de dire plus que ce que Safiatou a dit, mais moi j'ai envie de dire, prouvons que les énergies vertes feront de l'Afrique un continent indépendant économiquement. Je vous garantis que c'est possible. C'est sur ces deux phrases que cette émission d'aujourd'hui ferme porte et fenêtre. Merci donc à Madame Safiatou Alzoumano. Je rappelle que vous êtes directrice de l'unité indépendante de mise en œuvre de l'ARE. L'ARE, c'est l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Merci à Dr Chantal Cole. Vous êtes ambassadrice sur les énergies renouvelables, en même temps et le climat, en même temps point focal de l'ARE pour l'Afrique de l'Ouest. Merci à Siméo Souaré, Lansana Kamara et Laïma Dikonde. Merci également à la technique assurée côté radio par Kande Omar Kamara, Kabine Sano et Yamoussa Silla, Alassane Diallo et toute son équipe pour la réalisation. Ça n'est terminé. Demain à 9h, vous allez suivre cette émission sur Chérie FM la 104.1 et le lundi à 14h sur Africa Today Télévision. Nous allons nous reprendre au compte de l'autre émission que vous aimez appeler affectueusement la Tribune de l'Actualité Plus le lundi si tout va bien. Merci et portez-vous bien.